Le temps que Richie finisse, tous s'acquiescent de la tête. Eddie fait comme les autres, se souvient comme les autres, quand soudain une douleur court le long de son bras gauche. Court, non, le déchire. On dirait que quelqu'un est en train d'essayer d'aiguiser une scie rouillée sur l'os. Il grimace et porte la main à la poche de sa veste, tire plusieurs fioles et flacons au toucher et sort l'excédrine. Il en avale 2 cachets à l'aide d'une gorgée de gin au jus de prune. Ce bras l'a fait souffrir de manière irrégulière pendant toute la journée. Il a tout d'abord attribué cela aux petites douleurs qui l'assaillent souvent par temps humide. Mais alors que Richie est au milieu de son récit, un nouveau souvenir se met en place et il comprend l'origine de la douleur. Ce n'est plus le chemin des souvenirs que nous arpentons, pense-t-il. Ça ressemble de plus en plus à l'autoroute de Long Island. 5 ans auparavant, pendant une visite médicale de routine, comme toutes les 6 semaines, le médecin lui avait déclaré « Dites donc, Ed, tu as une vieille fracture là. Tu n'es pas tombé d'un arbre étant gosse ?» Quelque chose comme ça, avait-il répondu, peu soucieux d'expliquer au docteur Robbins que sa mère aurait eu un transport au cerveau à la seule idée que son fils monte aux arbres. Mais à la vérité, il ne s'était pas rappelé exactement dans quelles conditions il s'était cassé le bras. Cela ne lui avait pas paru important, même si, pense maintenant Eddie, ce manque d'intérêt était en lui-même tout à fait étrange de la part d'un homme qu'inquiète un éternuement ou le moindre changement de couleur de ses selles. Mais c'était une fracture ancienne, une irritation mineure, quelque chose qui s'était produit bien des années auparavant, au cours d'une enfance dont il ne se souvenait guère et dont il n'avait aucune envie de se souvenir. Cela le faisait un peu souffrir lorsqu'il devait conduire pendant de longues heures les jours de pluie. 2 aspirines en venaient à bout, pas de quoi fouetter un chat. Mais maintenant ce n'était plus une irritation mineure. Il y a un fou qui veut absolument aiguiser cette scie, débiter ses os, et il se rappelle que c'est ce qu'il a ressenti à l'hôpital, tard dans la nuit, en particulier au cours des 3 ou 4 premiers jours. Allongé dans le lit, transpirant dans la chaleur de l'été, dans l'attente de l'infirmière et des calmants, tandis que des larmes silencieuses coulaient le long de ses joues et allaient s'accumulant dans le creux de ses oreilles. Et il se disait « On dirait un branquignol qui aiguise sa scie là-dedans. Si c'est ça, le chemin du souvenir, je l'échange tout de suite pour un grand lavage de cerveau. » C'est Henry Bowers qui m'a cassé le bras, dit-il soudain, sans savoir qu'il allait parler. Est-ce que vous vous en souvenez ? Mike acquiesce. Oui, juste avant la disparition de Patrick Hochstetter. La date ne me revient pas. Oh, moi si, dit sobrement Eddie. C'était le 20 juillet. La disparition du petit Hochstetter a été signalée quand le 23 ? Non, le 22, intervient Beverly, qui n'explique pas comment elle est aussi sûre d'elle. C'est parce qu'elle a vu ça s'emparer de l'enfant. Elle ne leur dit pas non plus qu'elle croyait alors, et qu'elle croit toujours, que ce Patrick Hochstetter était cinglé, peut-être encore plus cinglé que Henry Bowers. Elle leur dira, mais c'est maintenant le tour d'Eddie. Elle parlera ensuite, puis, suppose-t-elle, ce sera Ben qui racontera les moments paroxystiques des événements de juillet. La balle en argent, celle qu'il n'aurait jamais imaginé fabriquer. Un calendrier cauchemardesque s'il en fut jamais un, se dit-elle, mais ce sentiment de folle jubilation persiste. Quand s'est-elle sentie aussi jeune pour la dernière fois ? Elle a du mal à rester assise sur sa chaise. Le 20 juillet, répète Eddie songeur. 3 ou 4 jours après l'affaire de la petite fumée. J'ai passé le reste de l'été avec un plâtre, vous vous rappelez ? Richie se frappe le front d'un geste qui évoque pour tous l'ancien temps. Mais bien sûr, tu l'avais quand nous avons été faire un tour sur Neighbor Street, non ? Et plus tard, dans le noir. Richie, cependant, secoue la tête doucement, intrigué. Qu'y a-t-il, Richie ? Demande Bill. Impossible de me souvenir de la suite pour l'instant, admet Richie. Et toi ? Bill secoue lentement la tête. Hochstetter était avec eux ce jour-là, dit Eddie. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Peut-être était-il là pour remplacer Peter Gordon. Je crois que Henry n'en voulait plus depuis le jour où il s'était enfui pendant la bataille de Caillou. Ils sont tous morts, non ? Demande tranquillement Beverly. Après Jimmy Coulomb, tous ceux qui sont morts étaient des amis ou d'anciens amis de Bowers ? Oui, tous sauf Bowers, confirme Mike en jetant un coup d'œil au ballon accroché au lecteur de microfilm. Quant à lui, il se trouve à Juniper Hill, un asile d'aliénés privés près d'Augusta. Bill intervient. Comment ça s'est passé quand ils t'ont cassé le bras, Eddie ? Ton bégaiement empire, grand Bill, dit Eddie, le plus sérieusement du monde, avant de finir son verre d'une seule lampée. Oh, t'occupe pas de ça. Raconte-nous. Raconte-nous, répète Beverly en posant une main légère sur son bras. Un élancement douloureux le traverse. Très bien, dit Eddie. Il se verse un autre verre, l'étudie et reprend.
2 jours après ma sortie de l'hôpital, vous êtes venu chez moi pour me montrer vos espèces de billes en argent. Tu t'en souviens, Bill ?» Bill acquiesce. Eddie regarde Beverly. « Bill t'a demandé si tu les tirerais s'il fallait en arriver là, parce que tu avais le meilleur coup d'œil. Et il me semble que tu as refusé en disant que tu aurais trop peur. Mais tu as ajouté autre chose dont je n'arrive pas à me souvenir. C'est... » Eddie tire la langue et se la pince entre 2 doigts, comme s'il y avait eu quelque chose de collé dessus. « Est-ce que ça ne concernait pas Hochstetter ?»« Oui, répondit Beverly. Mais j'en parlerai quand t'auras fini. Continue. » C'est après votre départ ce jour-là que ma mère est arrivée et que nous avons eu une sacrée bagarre. Elle ne voulait plus me voir traîner avec aucun de vous. Et elle aurait pu finir par me faire accepter. Elle avait une manière de présenter les choses, vous savez. Bill acquiesce encore. Il se rappelle Mrs. Casbrack, une femme énorme avec un étrange visage de schizophrène, capable d'avoir l'air de marbre, et furieux, et pitoyable, et effrayé en même temps. Ouais, elle aurait pu me forcer à accepter, reprend Eddie. Mais quelque chose s'était passé le jour même où Henry Bowers m'avait cassé le bras, quelque chose qui m'avait rudement secoué. Il émet un petit rire et songe en lui-même. Tu parles si ça m'a secoué. C'est tout ce que tu trouves à dire ? À quoi sert de parler si tu n'es pas capable de dire ce que tu as réellement ressenti ? Dans un livre ou dans un film, cette découverte aurait transformé ma vie pour toujours, et rien ne se serait passé de la même manière. Dans un livre ou un film, j'aurais été libéré, je ne me serais pas trimballé une pleine valise de médicaments, je n'aurais pas épousé Mira, et ce foutu inhalateur ne me déformerait pas les poches. Soudain, sous leurs yeux, l'inhalateur d'Eddie se met à rouler de lui-même sur la table où il était posé. Il produit un petit crépitement sec, comme des maracas ou des osselets, sorte de rire sardonique. Lorsqu'il atteint le bout, entre Richie et Ben, l'objet saute en l'air tout seul et retombe sur le sol. Richie a un geste pour le rattraper, mais Bill lui crie vivement « Ne le touche pas !»« Les ballons !» s'exclame Ben. Tous tournent la tête. Sur les ballons accrochés au lecteur de microfilm, on lit maintenant « Les médicaments pour l'asthme donnent le cancer !» Des crânes grimacent en dessous du slogan, et les ballons explosent simultanément. Eddie, la bouche sèche, sent monter en lui la sensation familière de suffocation, comme si un étau se refermait sur sa gorge et sa poitrine. Bill se tourne vers lui. « Qui t'a parlé et qu'est-ce qu'on t'a dit ?» Eddie se passe la langue sur ses lèvres, désirant, sans oser le faire, récupérer son inhalateur. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur maintenant ? Il repense à ce 20 juillet, à la chaleur qu'il faisait, à sa mère qui lui avait donné un chèque signé sans inscrire le montant et $1, son argent de poche. « Monsieur Kinney, dit-il, d'une voix qui paraît lointaine à sa propre oreille, dépourvue de puissance. C'était Monsieur Kinney. Pas vraiment l'homme le plus sympathique de Derry, remarque Mike, perdu dans ses pensées. Eddie l'entend à peine. Oui, il faisait très chaud ce jour-là, mais agréablement frais dans la pharmacie de Center Street, dont les ventilateurs de bois tournaient paresseusement, brassant les odeurs rassurantes de pommade et d'orviétan. C'était le lieu où l'on vendait la santé, telle était la conviction jamais formulée mais clairement communiquée de sa mère. Avec une horloge interne marquant 11 ans et demi, Eddie ne soupçonnait pas que sa mère pût se tromper en ceci, comme en tout le reste. « Eh bien, M. Kinney a mis un terme à tout ça, pour sûr, se dit-il maintenant avec une sorte de douce colère. Il se souvient s'être arrêté devant le rayon BD du magasin pour voir s'il n'y avait pas quelques nouveaux numéros de Batman ou de Superboy, ou encore de son préféré, Plastic Man. Il avait ensuite donné la liste de sa mère, qu'il l'envoyait à la pharmacie comme d'autres envoient leurs enfants à l'épicerie, et le chèque à M. Kinney, qui apposait l'ordre et le montant et lui rendait un reçu. Tout cela était pure routine pour Eddie. 3 ordonnances différentes pour sa mère, plus une bouteille de guéritol, car, lui avait-elle dit mystérieusement, « C'est plein de fer, Eddie, et les femmes ont besoin de davantage de fer que les hommes. » La liste comprenait également des vitamines et l'élixir du Dr Sweet pour les enfants, ainsi, bien entendu, qu'une recharge pour son inhalateur. Les choses se passaient toujours de la même façon. Il s'arrêtait ensuite au Costello Avenue Market, achèterait des confiseries et un Pepsi. Il mangerait les uns, boirait l'autre, et repartirait en tripotant la monnaie au fond de sa poche. Mais cette journée était différente. Elle allait se terminer pour lui à l'hôpital, ce qui était indiscutablement inhabituel, mais elle commença aussi inhabituellement quand M. Kinney l'appela. Car au lieu de lui tendre le sac blanc imposant plein de médicaments et les ordonnances, en lui intimant de mettre ces dernières dans sa poche pour ne pas les perdre, M. Kinney le regarda pensivement et lui dit « Viens donc 1 minute dans mon bureau, Eddie, il faut que je te parle. » Eddie resta quelques instants à le regarder, clignant des yeux, un peu effrayé. L'idée l'effleura brièvement que le pharmacien le soupçonnait peut-être de vol à l'étalage.
Près de l'entrée, un panneau qu'il lisait à chaque fois disait, en caractères si gros que même Richie Tosier était-il prêt à parier les aurait déchiffrés sans lunettes, « Le vol à l'étalage n'est pas un jeu, mais un délit. Les contrevenants seront poursuivis. » Eddie n'avait jamais rien volé de sa vie dans un magasin, mais cet avertissement avait le don de le faire se sentir coupable, comme si M. Quini savait sur lui des choses que lui-même ignorait. Puis M. Quini ne fit qu'accroître sa confusion en ajoutant « Qu'est-ce que tu dirais d'un soda à la crème glacée ?»« Oh, c'est sur le compte de la maison, reprit-il. J'en prends toujours un au bureau à ce moment de la journée. C'est riche en énergie, sauf si l'on doit surveiller son poids, ce qui est ni ton cas ni le mien. Ma femme dit que j'ai l'air d'une ficelle engraissée. Ce serait plutôt ton ami Hanscom qui devrait faire attention à son poids. Tu veux quel parfum, Eddie ? Ma mère m'a dit de revenir tout de suite à la maison et... Oh, tu as une tête à aimer le chocolat. Au chocolat, ça te va ? Monsieur Quini cligna de l'œil, mais c'était un clignement sec, comme un reflet de mica sous le soleil du désert. C'est du moins ainsi que l'interpréta Eddie, grand amateur de la littérature de Max Brand et de Archie Jocelyn. « Oh, oui, bien sûr, » dit Eddie en renonçant à discuter. La façon dont M. Quini remonta ses lunettes cerclées d'or sous son nez le rendit nerveux, et la façon dont le pharmacien avait lui-même l'air nerveux mais aussi satisfait ne lui plut pas. Il n'avait aucune envie de se rendre dans le bureau de M. Quini. La glace, ce n'était qu'un prétexte, mais pour quelle affaire ? Ce ne devait pas être très réjouissant. « Il va peut-être me dire que j'ai un cancer ou un truc comme ça, » pensa Eddie affolé. « Le cancer des enfants, la leucémie. Oh Seigneur !»« Oh, t'es vraiment trop bête, » se répondit-il à lui-même en esprit, s'efforçant de trouver le ton autoritaire de Bill le Bègue. En tant que héros aux yeux d'Eddie, Bill avait remplacé Jock Mahoney, le ranger d'un feuilleton télévisé. Même s'il n'arrivait pas à s'exprimer correctement, le grand Bill paraissait toujours tout comblé. Ce type est un pharmacien, pas un médecin, mon Dieu. Mais Eddie restait nerveux. M. Quini avait soulevé le rabat du comptoir et lui faisait signe de passer d'un doigt osseux. Eddie s'avança à contre-cœur. Ruby, la vendeuse, installée derrière la caisse, lisait une revue de cinéma. « Pouvez-vous nous en préparer deux, Ruby ? Un au chocolat et l'autre au café. »« Oui, bien sûr, monsieur, » répondit la jeune femme, qui marqua la page de sa revue avec un emballage de chewing-gum. « Et apportez-les au bureau, s'il vous plaît. »« D'accord, » répondit-elle. « Suis-moi, fiston, je ne vais pas te mordre. » Sur quoi M. Quini cligna vraiment de l'œil, ce qui laissa Eddie estomaqué. Il n'était jamais passé derrière le comptoir, et il étudiait bouteilles, flacons et pots avec intérêt. S'il l'avait pu, il se serait attardé pour examiner le mortier et son pilon, la balance et ses poids, le bocal à poisson plein de capsules. Mais M. Quini le poussa jusque dans le bureau et ferma la porte derrière eux. Au claquement de la serrure, Eddie ressentit la raideur annonciatrice dans sa poitrine et la combattit. Il y avait une nouvelle recharge pour son inhalateur dans la commande, et il pourrait s'envoyer une longue et satisfaisante pulvérisation en sortant d'ici. Un flacon plein de bandes de réglisse se trouvait sur le coin du bureau de M. Quini, qui en offrit à Eddie. « Non, merci, » refusa-t-il poliment. M. Quini s'installa dans la chaise pivotante derrière le meuble et en prit une. Puis il ouvrit l'un des tiroirs du bureau et en sortit un objet qui déclencha l'alarme chez Eddie, un inhalateur. M. Quini s'inclina dans sa chaise pivotante au point que sa tête touchait presque le calendrier sur le mur derrière lui. Et pendant un cauchemardesque instant, pendant que M. Quini ouvrait la bouche pour parler, Eddie se souvint de ce qui était arrivé dans le magasin de chaussures quand il était petit et que sa mère avait crié parce qu'il avait posé le pied sur la machine à rayon X. Pendant cet instant de cauchemar, il crut que M. Quini allait lui dire « Eddie, sur 6 médecins, 9 admettent que ce médicament pour l'asthme provoque le cancer, comme la machine à rayon X du magasin de chaussures. Tu dois l'avoir essayé, je me suis dit que tu devrais être mis au courant. » Mais ce que M. Quini lui dit en fait fut si étrange qu'Eddie resta sans réaction, assis comme un nigaud sur sa chaise à dossier droit, de l'autre côté du bureau. La comédie a duré assez longtemps. Eddie ouvrit la bouche et la referma. « Quel âge as-tu, Eddie ? 11 ans, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, » dit faiblement Eddie. Sa respiration devenait réellement plus courte. Elle ne sifflait pas encore comme une bouilloire, plaisanterie favorite de Richie. « Vite, sortez la bouilloire du feu, Eddie, bouh !» Mais cela pouvait arriver n'importe quand. Il eut un regard d'envie pour l'inhalateur posé sur le bureau, et comme il lui semblait qu'il devait ajouter autre chose, il précisa « J'aurai 12 ans en novembre. » M. Quini acquiesça, puis se pencha en avant comme un pharmacien dans une pub à la télé, main serrée. Ses lunettes brillaient dans la forte lumière des tubes fluo du plafonnier. « Est-ce que tu sais ce qu'est un placebo, Eddie ?» Nerveusement, Eddie répondit ce qui lui parut le plus probable. « C'est pas ce qu'on met en place sur les vaches pour les traire ?» M. Quini partit d'un rire et se renversa dans sa chaise. « Non, non, dit-il.
Eddie se sentit rougir jusqu'à la racine des cheveux. Il avait l'impression de sentir le sifflement se glisser dans sa respiration. Un placebo, c'est... Deux coups rapides frappés à la porte interrompirent M. Queenie. Ruby entra avec un verre de soda crème glacée à l'ancienne mode dans chaque main. « Celui au chocolat est sans doute pour toi, dit-elle à Eddie avec un sourire. Il le lui rendit du mieux qu'il put, mais jamais dans toute son histoire personnelle, son intérêt pour les crèmes glacées n'avait été aussi faible. Il se sentait effrayé d'une manière à la fois vague et précise, comme lorsqu'il était assis sur la table d'examen du docteur Andor en sous-vêtements, attendant l'arrivée du médecin et sachant que sa mère était installée dans la pièce à côté, occupant l'essentiel du canapé, un livre sur les pouvoirs de la pensée ou la médecine traditionnelle à la main, tenu solidement comme un psautier. Dévêtu sans défense, il se sentait pris entre les deux. Il avala un peu de crème glacée au moment où Ruby sortait, mais en sentit à peine le goût. Monsieur Queenie attendit que la porte fût refermée et eut de nouveau ce sourire reflet de Mika. « Détends-toi, il dit. Je ne vais ni te mordre ni te faire de mal. » Eddie acquiesça, car Monsieur Queenie était un adulte, et parce qu'il fallait à tout prix toujours être d'accord avec les adultes. Sa mère le lui avait appris. Mais en son fort intérieur, il pensait « J'ai déjà entendu ce genre de baratin. » Le médecin disait à peu près la même chose au moment où il ouvrait le stérilisateur et où lui parvenait l'odeur entêtante et redoutée de l'alcool, piquant ses narines. C'était l'odeur des piqûres et c'était l'odeur du baratin, et ça revenait au même. Quand on vous disait « rien qu'une petite égratignure », on était sûr que ça allait faire effroyablement mal. Il aspira sans conviction un peu de soda avec la paille, mais ça ne lui fit aucun bien. Il avait besoin de toute la place qui restait dans son gosier pour respirer. Il jeta un coup d'œil à l'inhalateur posé au milieu du sous-main de M. Queenie, songea à le lui demander, mais n'osa pas. Une idée bizarre lui passa par la tête. M. Queenie savait peut-être qu'il le voulait et n'osait pas le lui dire, et peut-être que M. Queenie était-il en train de le torturer, de le taquiner. Sauf que c'était là une idée stupide, n'est-ce pas? Un adulte, en particulier un adulte qui soigne les gens, ne se serait pas amusé à taquiner un petit garçon de cette manière, sûrement pas. Ce n'était même pas envisageable, car envisager une telle hypothèse aurait pu l'obliger à une terrifiante réévaluation du monde, tel qu'Eddie se le figurait. Mais il était posé là, juste là, à la fois tout proche et très loin, comme l'eau qui ne peut atteindre un homme mourant de soif dans le désert. Posé là, sur le bureau, sous les yeux au sourire de Mika, de M. Queenie. Plus que tout au monde, Eddie aurait voulu se trouver au milieu de ses amis dans les friches. L'idée d'un monstre gigantesque rôdant sous la ville où il était né et avait grandi, rôdant par les collecteurs et les égouts, une telle idée était terrifiante, et encore plus terrifiante celle de le combattre et de l'affronter. Mais ceci était d'une façon encore pire. Comment combattre un adulte qui disait qu'il n'allait pas vous faire de mal, alors qu'on était sûr du contraire? Comment combattre un adulte qui vous posait des questions bizarres et disait des choses vaguement menaçantes comme « la comédie a duré assez longtemps ». Et presque par hasard, comme une simple idée secondaire, Eddie découvrit l'une des grandes vérités de son enfance. Ce sont les adultes, les véritables monstres. Cette pensée ne lui fit pas l'effet d'une flamboyante révélation, annoncée à grand renfort de trompettes et de carillons. Elle lui vint à l'esprit et s'évanouit, presque complètement submergée par une autre, bien plus forte. « Je veux mon inhalateur et je veux partir d'ici. »« Détends-toi, reprit M. Queenie. La plupart de tes ennuis, Eddie, viennent de ce que tu es si tendu et si raide tout le temps. Tiens, ton asthme par exemple. Regarde. » M. Queenie ouvrit le tiroir de son bureau, fouilla à l'intérieur et en retira un ballon. Gonflant autant qu'il le pouvait son buste étroit, M. Queenie souffla dedans. Puis il le pinça au col et le tint devant lui. « Imagine un instant que ceci est un poumon, reprit-il. Ton poumon. Évidemment, je devrais normalement en gonfler deux, mais étant donné que c'est le dernier qui me reste... Est-ce que je peux avoir mon inhalateur, M. Queenie ? Le coupa Eddie. Ça commençait à cogner dans sa tête. Sa trachée artère se refermait. Son cœur battait à toute vitesse et de la sueur perlait à son front. Le soda à la crème glacée restait sur le coin du bureau, tandis que la cerise s'enfonçait lentement dans la crème fouettée. « Dans un instant, répondit M. Queenie. Mais écoute-moi bien, Eddie, je voudrais t'aider. Il est temps que quelqu'un le fasse. Si le docteur Andor n'a pas le courage de le faire, alors ce sera moi. Ton poumon, donc, est comme ce ballon, sauf qu'il est entouré par un ensemble de muscles. Ces muscles sont comme les bras de quelqu'un qui fait fonctionner un soufflet, vois-tu ? Chez une personne en bonne santé, les muscles n'ont aucune peine à aider les poumons à se dilater et à se contracter. Mais si le propriétaire de ces poumons, pourtant sains, est constamment raide et contracté, les muscles se mettent à travailler contre les poumons au lieu de cela. Regarde. » M. Queenie entoura le ballon d'une main osseuse et serra. Le ballon se bossela sous la pression et Eddie grimaça, s'attendant à le voir éclater.
Simultanément, il sentit sa respiration s'arrêter complètement. Il se pencha sur le bureau et s'empara de l'inhalateur. Son épaule heurta le lourd verre de soda à la crème glacée qui tomba sur le sol où il explosa comme une bombe. C'est à peine si Eddie entendit quelque chose. Il étreignait l'appareil dont il fourra l'embout dans sa bouche. Il appuya sur la détente et inspira de toutes ses forces. Ses pensées saisies de la même panique qu'un rat pris au piège, comme c'était toujours le cas dans ces moments-là. « Je t'en supplie, maman, je suffoque, je ne peux pas respirer. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus, je vous en prie, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je vous en prie. » Puis la brume de l'inhalateur se condensa sur les parois gonflées de sa gorge et il put de nouveau respirer. « Je vous demande pardon, dit-il, les larmes aux yeux. Je vous demande pardon pour le verre. Je nettoierai et je paierai pour les dégâts. Mais je vous en prie, ne dites rien à ma mère, d'accord ? Je suis désolé, monsieur Kinney, mais je n'arrivais plus à respirer. » Sa respiration recommençait à siffler dans sa gorge. Il prit une autre inhalation et repartit dans ses excuses maladroites. Il ne se tut que lorsqu'il vit que M. Kinney lui souriait de ce sourire si particulier. M. Kinney avait les mains croisées sur lui. Le ballon, dégonflé, était posé sur le bureau. Une idée vint à l'esprit d'Eddie, une idée qu'il aurait voulu chasser sans y parvenir. À voir M. Kinney, on avait l'impression qu'il appréciait davantage la crise d'asthme d'Eddie que sa crème glacée au café à demi finie. « Ne t'inquiète pas, dit-il finalement. Ruby nettoiera tout ça plus tard. Et pour te dire la vérité, je suis plutôt content que tu aies brisé ce verre. Car je te promets de ne rien dire à ta mère si toi tu me promets de ne pas lui raconter notre petit entretien. »« Oh, je vous le promets, fit vivement Eddie. »« Très bien, nous nous sommes compris. Et tu te sens bien mieux maintenant, non ?» Eddie acquiesça. « Et pourquoi ?»« Pourquoi ? Eh bien, à cause de mon médicament. » Il regarda M. Kinney de la même manière qu'il regardait Mrs. Casey à l'école quand il donnait une réponse dont il n'était pas sûr. « Mais tu n'as pris aucun médicament, dit M. Kinney. Ce que tu as pris, c'est un placebo. Un placebo, il dit, est quelque chose qui ressemble à un médicament, qui a le goût d'un médicament, mais qui n'en est pas un. Un placebo ne contient aucun élément actif. Ou alors, si c'est un médicament, il est d'un type très particulier. C'est un médicament psychologique. » M. Kinney souriait. « Comprends-tu ça, Eddie ? Psychologique. » Eddie comprenait très bien. M. Kinney lui disait qu'il était cinglé. Pouvant à peine articuler, il répondit « Non, je ne vous suis pas. » « Laisse-moi te raconter une petite histoire. En 1954, on a effectué une série d'expériences médicales sur des malades atteints d'ulcères à l'estomac à l'université de Paul. On a donné à 100 d'entre eux des pilules en leur disant qu'elles soigneraient leur ulcère, mais 50 d'entre eux en réalité avaient reçu des placebos, autrement dit de la mie de pain sous un glaçage de sucre. Sur les 100 malades, 93 ont déclaré éprouver une amélioration certaine de leur état, et 81 se portaient réellement mieux. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Quelle conclusion peut-on tirer d'une telle expérience, Eddie ? Je ne sais pas, fit Eddie d'une toute petite voix. D'un geste solennel, M. Kinney se tapota le front. La plupart des maladies commencent ici. Voilà ce que je pense. Cela fait bien longtemps que je suis pharmacien, et j'en connaissais un sacré bout sur les placebos avant cette expérience des médecins de Paul. En général, ce sont les gens âgés qui fonctionnent au placebo. Ils vont voir leur médecin, convaincus qu'ils souffrent de diabète ou qu'ils ont un cancer. Mais dans la plupart des cas, ils n'ont rien. Ils ne se sentent pas bien parce qu'ils sont vieux, c'est tout. Cependant, qu'est-ce que le médecin doit faire ? Leur dire qu'ils sont comme des monstres dont le ressort est au bout du rouleau ? Non, sûrement pas. Les médecins ont besoin de leurs honoraires. Le sourire de M. Kinney, maintenant, tenait davantage du ricanement muet. Eddie restait pétrifié sur sa chaise, attendant que ça finisse, que ça finisse, que ça finisse. « Mais tu n'as pris aucun médicament ?» Les mots résonnaient encore dans sa tête. « Les médecins ne leur disent pas, et je ne leur dis pas, moi non plus. Pourquoi se mettre martel en tête ? Parfois, je vois arriver des vieux avec une ordonnance sur laquelle il y a carrément écrit « placebo » ou « 25 cachets de ciel bleu », comme disait le vieux docteur Persson. M. Kinney eut un rire bref et caquetant, puis prit un peu de crème glacée. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?» demanda-t-il à Eddie, qui resta muet comme une carpe, si bien qu'il répondit à sa propre question. « Rien, rien du tout. Du moins, normalement. Les placebos sont une bénédiction pour les personnes âgées, mais il y a les autres, les gens avec un cancer, avec une maladie cardiaque dégénérative, des gens avec des choses épouvantables que nous ne comprenons pas encore, des enfants comme toi, parfois, Eddie. Dans ces cas-là, si un placebo permet aux malades de se sentir mieux, où est le mal ? Est-ce que tu vois le mal, Eddie ? Non, monsieur, dit Eddie en baissant les yeux sur le gâchis de crème glacée au chocolat, de crème fouettée, de soda et de débris de verre sur le plancher. Au milieu, accusatrice comme une tache de sang sur le lieu du crime, se tenait la cerise au marasquin. Ce spectacle le fit de nouveau se sentir bloqué.
Alors on est parfaitement d'accord, reprit-il. Il y a 5 ans, lorsque Vernon Maitland a eu son cancer de l'œsophage, une forme de cancer particulièrement douloureuse, et que les médecins se sont trouvés à bout de ressources en matière d'analgésiques ou les produits contre la douleur, je suis allé lui rendre visite à l'hôpital avec une bouteille de pilules au sucre. C'était un ami, comprends-tu. Et je lui ai dit, Verne, ce sont des pilules expérimentales spéciales. Tes médecins ne savent pas que je te les ai apportées, alors, pour l'amour du ciel, pas de blague, ne va pas me trahir. Elles ne marcheront peut-être pas, mais j'ai bon espoir. N'en prends pas plus d'une par jour, et seulement si la douleur est trop insupportable. Il m'a remercié avec des larmes dans les yeux. Des larmes, Eddie. Et elles ont marché pour lui. Oh oui. Ce n'était que de la mie de pain sucrée, mais elle faisait disparaître une bonne partie de la douleur. Parce que la douleur, c'est là. Du même geste solennel, M. Kinney se tapota le front. Eddie remarqua. Mais mon médicament aussi fait de l'effet. Je le sais, répondit M. Kinney avec un irritant sourire condescendant d'adulte. Il fait de l'effet sur ta poitrine parce qu'il fait de l'effet sur ta tête. Ton Hydro-X, Eddie, c'est de l'eau avec une pointe de camphre pour lui donner un goût de médicament. Mais non, dit Eddie, dont la respiration sifflait de nouveau. M. Kinney but un peu de soda, prit quelques cuillères de crème en train de fondre et se tamponna méticuleusement les lèvres avec son mouchoir pendant qu'Eddie prenait une inhalation de plus. Je veux partir maintenant, reprit Eddie. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, je veux partir. Vous avez votre argent et je veux partir. Laisse-moi finir, répéta M. Kinney d'un ton si autoritaire qu'Eddie retomba sur sa chaise. Les adultes pouvaient être tellement détestables avec leurs abus de pouvoir par moments, tellement détestables. Une partie de ton problème tient à ce que ton médecin, le docteur Russ Andor, est un faible. Une autre partie tient à ce que ta mère est bien déterminée à ce que tu sois malade, et tu es pris entre deux feux, Eddie. Mais je ne suis pas cinglé, murmura Eddie d'une voix voilée. La chaise de M. Kinney grinça comme un grillon monstrueux. Quoi? Je dis que je ne suis pas cinglé, cria Eddie, et il se mit aussitôt à rougir honteux. M. Kinney sourit. Pense ce que tu veux, disait ce sourire. Moi aussi, je pense ce que je veux. Tout ce que je te dis, Eddie, c'est que tu n'es pas malade physiquement. Ce sont pas tes poumons qui ont de l'asthme, c'est ta tête. Oui, donc vous voulez dire que je suis cinglé? M. Kinney se pencha en avant, le regardant attentivement par-dessus ses mains croisées. Je ne sais pas, dit-il doucement. Le crois-tu? Tout ça, c'est des mensonges, cria Eddie, surpris que les mots puissent sortir avec une telle force de sa poitrine comprimée. Il pensait à Bill, comment Bill réagirait devant des accusations aussi stupéfiantes. Bill saurait que répondre, bégaiement ou non. Bill saurait se montrer courageux. Rien que de gros mensonges. J'ai de l'asthme, c'est tout, j'ai de l'asthme. Oui, admit M. Kinney, dont le sourire sec avait maintenant quelque chose de la grimace d'une tête de mort. Mais qui te l'a donné, Eddie? Dans la tête d'Eddie, ça cognait et tourbillonnait. Il se sentait pris de nausées, il se sentait très malade. Il y a 4 ans, en 54, reprit M. Kinney, la même année que l'expérience de Paul, par une curieuse coïncidence, le docteur Andor t'a fait ta première ordonnance d'Hydro-X. Hydro-X, c'est pour hydrogène et oxygène, les deux composants de l'eau. J'ai toléré cette tromperie depuis lors, mais je ne la tolérerai plus. Ton médicament pour l'asthme fait de l'effet au niveau de ta tête et non à celui de ton corps. Ton asthme n'est que le résultat d'une contraction nerveuse de ton diaphragme qui a son origine dans ta tête, ou dans celle de ta mère. Mais tu n'es pas malade. Il se fit un silence terrible. Eddie ne bougeait pas de sa chaise, l'esprit chaotique. Il envisagea un instant cette possibilité que M. Kinney disait la vérité. Mais cela entraînait tellement de conséquences qu'il ne pouvait que refuser une telle idée. Et cependant, pourquoi M. Kinney mentirait-il, en particulier à propos de quelque chose d'aussi sérieux? M. Kinney ne bougeait pas davantage, arborant toujours son sourire sec venu du désert, dépourvu de cordialité. J'ai de l'asthme, j'ai vraiment de l'asthme. Le jour où Henry Bowers m'a donné un coup de poing sur le nez, le jour où Bill et moi nous avons essayé de faire un barrage sur la rivière, j'ai failli mourir. Comment croire que c'est mon esprit qui simulait tout ça? Mais pourquoi mentirait-il? Ce ne fut que plus tard, à la bibliothèque, qu'Eddie se posa la question la plus angoissante. Pourquoi me dirait-il la vérité? Vaguement, il entendit M. Kinney qui disait « Je n'ai jamais cessé de t'observer, Eddie. Je t'ai expliqué tout cela parce que tu es maintenant assez grand pour comprendre, mais aussi parce que j'ai remarqué que tu t'étais fait des amis, finalement. Et ce sont de bons amis, non ?»« Oui. »« Et je parie que ta mère ne les aime pas beaucoup, n'est-ce pas ?» fit M. Kinney en inclinant sa chaise en arrière. « Si, elle les aime beaucoup. » En répondant, Eddie pensa aux propos qu'elle avait tenus sur Richie Tosier. « C'est insolent qui doit fumer. J'ai senti son haleine. Et sur Stanuris, à qui il ne fallait pas prêter d'argent, parce qu'il était juif. Et à son mépris manifeste pour Bill Denbrough.
Et ce gros. Non, elle les aime beaucoup, répéta-t-il. Vraiment fit M. Queenie, qui ne cessait de sourire. Peut-être a-t-elle raison, peut-être a-t-elle tort, mais au moins tu as des amis. Pourquoi ne leur parlerais-tu pas de ton problème, de cette faiblesse mentale, pour voir ce qu'ils en pensent? Eddie ne répondit pas. Ça lui paraissait plus sûr. Il en avait sa claque de parler avec M. Queenie. Il craignait de se mettre à pleurer s'il ne s'en allait pas rapidement. Bon, dit M. Queenie en se levant. Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter, Eddie. Si je t'ai bouleversé, j'en suis désolé. Je ne faisais que mon devoir, tel que je le conçois. Mais avant qu'il ait pu ajouter un mot de plus, Eddie s'était emparé de l'inhalateur, du sac plein de pilules et autres panacées et s'enfuyait. L'un de ses pieds glissa dans la flaque de crème sur le sol et il faillit tomber. Il courut, s'éloignant de la pharmacie comme un boulet de canon en dépit de sa respiration sifflante. Robbie lui jeta un regard effaré par-dessus sa revue de cinéma et resta bouche bée. Il avait l'impression que M. Queenie, derrière lui, était debout dans l'entrée de son arrière-boutique et suivait des yeux par-dessus le comptoir sa pitoyable retraite. M. Queenie, très maigre, impeccable, songeur, souriant, ce sourire sec de Mika dans le désert. Il ne s'arrêta qu'une fois rendu au triple carrefour de Main, Center et Kansas Street. Il prit une nouvelle grande bouffée de son inhalateur, assis sur le mur bas près de l'arrêt du bus. Il avait maintenant la gorge poisseuse et le goût du médicament. Rien que de l'eau avec une pointe de camphre. Il était tellement écœurant qu'il se dit qu'il allait vomir tripes et boyaux s'il devait y avoir recours encore une fois. Il glissa l'appareil dans sa poche et regarda la circulation. Le soleil lui tapait sur la tête, brûlant. Chaque voiture qui passait lui envoyait un éclair aveuglant dans les yeux, et la migraine commença à battre à ses tempes. Il n'arrivait pas à trouver un moyen de se mettre en colère contre M. Queenie, mais n'avait aucune peine à se sentir désolé pour Eddie Casbrack. Il se dit que Bill Denbrough ne perdait sans doute jamais de temps à se plaindre sur soi, mais Eddie ne voyait pas comment s'en empêcher. Plus que tout, il aurait voulu faire ce que lui avait suggéré le pharmacien, se rendre dans les friches et tout raconter à ses amis, voir comment ils réagiraient, les réponses qu'ils lui fourniraient. Mais c'était pour le moment impossible, sa mère l'attendait avec les médicaments. Dans ta tête ou dans celle de ta mère? Et s'il ne rentrait pas, ta mère est bien déterminée à ce que tu sois malade. Les ennuis ne tarderaient pas. Elle supposerait qu'il était allé retrouver Bill, Richie ou ce petit juif, comme elle appelait Stan, en faisant bien remarquer que ce n'était pas par préjugé qu'elle le désignait ainsi, qu'elle ne faisait que jouer cartes sur table, son expression favorite quand il s'agissait de dire la vérité dans des situations difficiles. Tout seul à ce carrefour, multipliant les efforts désespérés pour mettre de l'ordre dans ses pensées, Eddie se douta de ce qu'elle dirait si elle apprenait qu'un autre de ses amis était un nègre et un autre une fille assez grande pour avoir des nénés. Il partit lentement en direction de Mile Hill, angoissé à l'avance à l'idée de grimper le raidillon par une chaleur telle qu'on aurait pu faire cuire un œuf sur le trottoir. Pour la première fois, il en vint à souhaiter la reprise des classes et la fin de cet épouvantable été. Il s'arrêta à mi-chemin dans la montée, à peu de distance de l'endroit où Bill retrouverait Silver 27 ans plus tard, et tira l'inhalateur de sa poche. Brumisateur Hydrox. Utilisé selon les besoins, lisait-on sur l'étiquette. Un nouvel élément se mit en place. Utilisé selon les besoins. Il n'était encore qu'un gamin, et du lait lui sortait du nez quand on le pressait, comme le lui disait parfois sa mère dans les séances où elle jouait les cartes sur table. Mais même à 11 ans, on peut comprendre qu'un médicament dont on peut user à volonté n'est pas un vrai médicament. Avec un vrai médicament, on pourrait se tuer en cas d'abus. Cela pouvait même arriver, soupçonnait-il, avec la bonne vieille aspirine. Il regarda fixement l'inhalateur, sans prêter attention au coup d'œil que lui jeta une vieille dame qui y passait, son sac à provisions sous le bras. Il se sentait trahi. Il fut un instant sur le point de jeter le flacon de plastique dans le caniveau, mieux encore dans la bouche d'égout qui s'ouvrait un peu plus loin. Et pourquoi pas, en effet? Il n'avait qu'à le lui filer, à ça, le balancer dans ses boyaux et ses tunnels. Tape-toi ce placebo, ordure au sans-tête. Il éclata d'un rire de forcené et fut à deux doigts de le faire. Mais en fin de compte, l'habitude fut la plus forte. Il remit l'inhalateur dans la poche droite de son pantalon et reprit sa marche, sans prêter attention aux coups d'avertisseur occasionnels ou au ronronnement du bus de Bassett Park quand il le croisa. Il n'avait pas la moindre idée qu'il était sur le point de découvrir ce que voulait dire avoir mal. Avoir vraiment mal. Quand il sortit du Costello Avenue Market, 25 minutes plus tard, avec 2 barres de confiserie et un Pepsi, Eddie eut la désagréable surprise de voir Henry Bowers, Victor Chris, Moose Sadler et Patrick Hochstetter agenouillés sur les gravillons à la droite de la boutique, en train de mettre leurs fonds en commun sur la chemise de Victor. Les livres des cours d'été étaient empilés en désordre à côté d'eux.
En temps ordinaire, Eddie aurait subrepticement battu en retraite dans le magasin et demandé à M. Grédo de passer par l'arrière-boutique. Mais on n'était pas en temps ordinaire. Eddie se pétrifia sur place, une main sur la porte à moustiquaire avec ses réclames de cigarettes, l'autre tenant le sac blanc de la pharmacie et le sac brun de l'épicerie. Victor Chris le vit et donna du coude à Henri, qui leva les yeux, ainsi que Patrick Hochstetter. Moose, dont les rouages fonctionnaient au ralenti, continua de compter les piécettes pendant quelques secondes avant de remarquer le silence et de redresser à son tour la tête. Henri se leva en chassant de la main les gravillons restés pris au genou de sa salopette. Il arborait un gros pansement sur le nez et sa voix avait une tonalité nasillarde de corne de brume. « Eh, que je sois pendu si c'est pas l'un de nos lanceurs de cailloux. Où sont tes potes, trou du cul? Dedans ?» Eddie secoua la tête négativement, hébété, avant de se rendre compte qu'il venait de commettre une deuxième erreur. Le sourire de Henri s'élargit. « Eh bien, c'est parfait. Ça m'est égal de vous prendre un par un. Viens donc un peu par ici, trou du cul. » Victor se tenait à côté de Henri. Patrick était un peu en arrière, avec ce même air porcin et abruti qu'Eddie connaissait bien depuis l'école. Moose n'avait pas fini de se relever. « Allez, viens, Trouduc, dit Henri. Si on parlait un peu de lancer des cailloux, hein, si on en parlait. » Maintenant qu'il était trop tard, Eddie décida qu'il serait sage de retourner à l'intérieur du magasin, là où se trouvait un adulte. Mais au premier geste qu'il fit, Henri fonça et l'attrapa. Il tira sur le bras d'Eddie violemment, et son sourire se transforma en ricanement. La main du gamin fut arrachée au montant de la porte. Il serait allé s'éclater la tête la première sur les gravillons si Victor ne l'avait saisi brutalement sous les bras. Eddie réussit à rester sur ses pieds, mais en tournant par 2 fois sur lui-même. Les 4 garçons l'entouraient maintenant. Le plus près de lui était Henri, sourire aux lèvres. Un épi de cheveux se dressait sur sa tête. Un peu en arrière, sur sa gauche, se tenait Patrick Hochstetter, un gosse authentiquement sinistre. Eddie, jusqu'à ce jour, ne l'avait jamais vu avec personne. Gros, il avait l'estomac qui débordait de sa ceinture à grosses boucles et un visage parfaitement rond, aussi pâle d'ordinaire que du fromage blanc. Un coup de soleil lui avait cependant donné des couleurs, et son nez pelait. À l'école, Patrick aimait à tuer les mouches à coups de règle. Il les plaçait ensuite dans son plumier. Il montrait parfois sa collection de cadavres à un nouveau dans un coin de la cour de récré, un sourire étirant ses lèvres épaisses, une expression songeuse et tranquille dans son regard gris-vert. Jamais il ne parlait dans ces cas-là, quoi que l'autre gosse lui dise. C'était cette expression qu'il avait maintenant. « Comment ça va, le mec au caillou ?» demanda Henri en faisant un pas en avant. « T'as pas de caillou sur toi, là ?»« Laisse-moi tranquille, » fit Eddie d'une voix tremblante. « Laisse-moi tranquille » reprit Henri d'un ton moqueur, agitant les mains pour feindre la peur. Victor rit. « Et qu'est-ce que tu vas faire, sinon, l'homme au caillou, hein ?» Sa main s'envola, vive comme l'éclair, et vint atterrir sur la joue d'Eddie avec un bruit de détonation. Sa tête partit en arrière, et des larmes commencèrent à couler de son œil gauche. « Mes amis sont dedans, » dit Eddie. « Mes amis sont dedans » cria Patrick d'une voix de fausset. « Oh 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 !» Puis il contourna Eddie par la droite. Eddie voulut partir dans cette direction, mais la main de Henri s'abattit de nouveau, et c'est son autre joue, cette fois-ci, qui se mit à le brûler. « Ne pleure pas, c'est ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas. Bill ne pleurerait pas, lui. Bill ne pleurerait pas. » Victor avança d'un pas et lui donna une bourrade du plat de la main au milieu de la poitrine. Eddie partit en arrière, trébuchant, et s'effondra par-dessus Patrick, qui s'était accroupi juste derrière lui. Il heurta sèchement les gravillons et s'écorcha les bras. Il en eut le souffle coupé. L'instant suivant, Henry Bowers était à califourchon sur lui, les fesses pesant sur son estomac, les genoux clouant ses bras au sol. « T'as pas de munitions, hein, l'homme au caillou ?» lui cracha Henri à la figure. Eddie éprouva plus de peur à voir la lueur de folie dans les yeux de Henri qu'aux difficultés qu'il avait à retrouver sa respiration ou à la douleur dans ses bras. Henri était cinglé. Quelque part tout près, Patrick gloussa. « T'as envie de lancer des cailloux, hein ? Je vais t'en donner, moi, des cailloux. » Henri ramassa une poignée de gravillons et les jeta au visage d'Eddie. « Tiens, voilà des cailloux. » Puis il les frotta sur sa peau, lui entaillant les joues, les paupières et les lèvres. Eddie ouvrit la bouche et hurla. « Tu veux des cailloux ? Je vais t'en donner, moi. Tiens, l'homme au caillou, tiens, allez, bouffe, bouffe !» Projetés dans sa bouche, les gravillons écorchèrent ses gencives, frottèrent sur ses dents, crissèrent sur ses plombages. Il hurla encore et recracha les graviers. « Comment, t'en as pas assez ? T'en veux encore ? Qu'est-ce que tu dirais de... »« Arrête ça tout de suite, tu m'entends, sale gosse ? Laisse-le tout de suite, laisse-le tranquille. » À travers les larmes qui brouillaient sa vue, Eddie vit une grosse main descendre et saisir Henri par le col de sa chemise et la bretelle droite de sa salopette. La main tira et Henri fut soulevé. À peine avait-il atterri sur le sol qu'il se relevait. Eddie se remit plus lentement sur pied. Il voulait aller vite, mais l'accélérateur était temporairement hors d'usage.
La respiration entrecoupée de hoquets, il recracha des gravillons ensanglantés. C'était M. Guédreau avec son grand tablier blanc et l'air furieux. Il n'y avait pas la moindre trace de peur sur son visage, alors que Henri faisait bien 8 centimètres et probablement 20 kilos de plus que lui. Aucune trace de peur parce qu'il était un adulte et que Henri était un enfant. Sauf que, pensa Eddy, ça ne signifiait peut-être rien. M. Guédreau ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que Henri était cinglé. Fichez-moi le camp d'ici, fit M. Guédreau en avançant jusqu'à se trouver face à face avec le garçon à la mine boudeuse et au gros pansement sur le nez. Fichez le camp d'ici et que je ne vous revoie plus. J'ai les brimades en horreur, et j'ai horreur qu'on se mette à 4 contre 1. Qu'est-ce que penseraient vos mères ? Il les regarda tour à tour, la colère toujours dans les yeux. Mousse et Victor se mirent à étudier le bout de leurs chaussures. Seul Patrick soutint le regard de M. Guédreau avec toujours cette même expression vacante. M. Guédreau revint à Henri et put encore dire « Prenez vos bicyclettes et… » Mais à ce moment-là, Henri lui donna une puissante bourrade. Une expression de surprise, qui aurait pu être comique en d'autres circonstances, se peignit sur le visage de M. Guédreau, tandis qu'il trébuchait à reculons en faisant jaillir des gravillons sous ses semelles. Il heurta du talon la première marche qui conduisait au magasin et s'assit rudement dessus. « Comment oses-tu » Mais l'ombre de Henri vint le recouvrir. « Rentrez, dit-il. »« Tu… » commença M. Guédreau, qui, cette fois, s'arrêta spontanément. Il l'avait finalement vu, se dit Eddy, la petite lueur dans les yeux de Henri. Il se leva rapidement, tablier au vent, grimpa les marches aussi rapidement qu'il le put, trébuchant sur la deuxième et retombant brièvement sur un genou. Il se releva aussitôt, mais ce faux pas, aussi court qu'il eût été, parut le dépouiller de tout ce qui lui restait de son autorité de grande personne. Il fit demi-tour avant d'entrer et cria « J'appelle la police !» Henri fit comme s'il s'apprêtait à lui bondir dessus, et M. Guédreau recula. Cette fois-ci, c'était bel et bien fichu, se rendit compte Eddy. Aussi incroyable et impensable que cela pût paraître, il était ici sans la moindre protection. Il était temps de filer. Pendant que Henri se tenait au pied des marches en train de fusiller l'épicier des yeux, et que les autres, pétrifiés, contemplaient cette scène qui les horrifiait, Patrick excepté, Eddy comprit qu'il fallait saisir sa chance. Il fit demi-tour et prit ses jambes à son cou. Il avait déjà parcouru la moitié de la distance jusqu'au prochain coin de rue, lorsque Henri se retourna, les yeux jetant des éclairs. « Chopez-le » beugla-t-il. À ce nom, Eddy fit un sacré parcours ce jour-là. Il ne savait plus très bien par moments si les semelles de ses tennis touchaient encore terre. Il crut même à un moment donné, chose inouïe, qu'il arriverait à les distancer. Au moment où il allait s'engager dans Kansas Street et peut-être trouver la sécurité, un petit monté sur un tricycle déboucha d'une allée privée droit dans les jambes d'Eddy. Celui-ci essaya de l'éviter, mais à la vitesse à laquelle il était lancé, il aurait été mieux inspiré de sauter par-dessus le bambin, dont le nom était Richard Cowan. Il allait grandir, se marier et avoir un fils du nom de Frédéric qui finirait noyé dans des toilettes, à demi dévoré par une chose montée de la porcelaine comme une fumée noire avant de prendre une forme abominable. L'un des pieds d'Eddy se prit dans l'arrière du tricycle. Grâce aux roulettes latérales, le jeune Cowan oscilla à peine, alors qu'Eddy partait en vol plané. Il atterrit sur l'épaule, rebondit sur le trottoir, retomba et glissa sur 3 mètres en se pelant la peau des coudes et des genoux. Il essayait de se relever au moment où Henri lui rentra dedans, comme une charge de bazooka, et l'étendit à nouveau à terre. Le nez d'Eddy vint heurter sèchement le trottoir, du sang jaillit. Henri fit un roulé-boulé de parachutiste et se remit debout. Il saisit Eddy à la nuque par le poignet droit. Sa respiration, qui passait difficilement, bruyante, à travers les épaisseurs du pansement, était chaude et humide. « Tu veux des cailloux, mec ?» fit-il en tordant le bras d'Eddy derrière son dos. Eddy cria. « Des cailloux pour l'homme aux cailloux ! Allez !» Il remonta encore d'un cran le bras du garçon. Eddy hurla cette fois. Il entendit vaguement derrière lui les autres qui y approchaient et le gamin sur son tricycle qui se mettait à brailler. « Bienvenue au club, morveux, pensa-t-il. Et en dépit de la douleur, en dépit des larmes et de la peur, il ne put retenir un rire comme un braiement d'âne. « Tu trouves ça marrant ?» s'exclama Henri, l'air encore plus étonné que furieux. « Tu trouves ça marrant ?» Mais n'y avait-il pas une note de peur dans la voix de Henri ? Des années plus tard, Eddy répondrait à cette question. Oui, il y avait une note de peur dans sa voix. Eddy essaya d'arracher son poignet à la prise de Henri. La transpiration l'avait rendu glissant, et il y arriva presque. C'est peut-être à cause de cela que Henri lui tordit un peu plus le bras. Il eut un craquement, comme celui d'une branche qui se brise sous le poids de la neige. Une onde de douleur, grise et puissante, remonta du membre cassé. Il poussa un hurlement, mais le son lui parut lointain. Le monde se décolorait sous ses yeux, et quand Henri le lâcha d'une bourrade, il eut l'impression de flotter jusqu'au trottoir, et que sa chute n'en finissait pas. Il distingua toutes les craquelures du revêtement.
Il eut le temps d'admirer la façon qu'avait le soleil de juillet de se refléter sur les particules de mica prises dans les vieilles dalles. Il eut même celui de relever la présence, presque complètement effacée, d'une ancienne marelle tracée à la craie rose. Celle-ci, pendant un bref instant, se mit à ondoyer, prenant la forme de quelque chose d'autre. La forme, aurait-on dit, d'une tortue. Il se serait sans doute évanoui s'il n'était retombé sur son bras cassé. Un nouvel élancement, aigu, éclatant, brûlant, terrible, le parcourut. Il sentit les esquilles des deux parties de la fracture frotter les unes contre les autres et se mordit la langue. Un goût salé lui emplit la bouche. Il roula sur le dos et vit Henri, Victor, Mousse et Patrick, qui le dominaient de toute leur hauteur. Il lui paraissait incroyablement grand, incroyablement haut, comme des croque-morts contemplant le fond d'une tombe. « Ça te plaît, l'homme au caillou » demanda Henri, dont la voix lui parvint de loin, flottant à travers la masse cotonneuse de la douleur. « Le numéro t'a plu » Patrick Hochstetter gloussa. « Ton père est complètement cinglé » s'entendit dire Eddie. « Et toi aussi » Sur le visage de Henri, le sourire disparut aussi vite que s'il venait de recevoir une gifle. Il leva un pied pour frapper, et l'appel d'une sirène retentit dans le calme et la chaleur de l'après-midi. Henri arrêta son mouvement. Victor et Mousse regardèrent autour d'eux, mal à l'aise. « Je crois qu'on ferait mieux de se barrer, Henri, dit Mousse. « Je sais très bien que je vais me barrer, moi, déclara Victor à son tour. Comme ses voix lui paraissaient lointaines, semblables aux ballons du clown, elles avaient l'air de flotter. Victor partit en direction de la bibliothèque, en coupant par le McCarron Park pour ne pas rester dans la rue. Henri hésita encore un instant, espérant peut-être que les flics étaient appelés ailleurs et qu'ils pourraient continuer tranquillement. Mais la sirène s'éleva de nouveau, plus insistante. « T'as de la chance, tête de nœud » dit-il avant de prendre avec Mousse la même direction que Victor. Patrick attendit encore un peu. « Tiens » fit-il de sa voix basse et râpeuse, « un petit supplément pour toi. » Il se racla la gorge et cracha un énorme molar verdâtre sur le visage ensanglanté et couvert de sueur d'Eddie, tourné vers le ciel. « T'es pas obligé de bouffer tout de suite, reprit Patrick, son sourire de zombie aux lèvres. Tu peux en garder pour le dessert. Puis il se détourna lentement et partit. Eddie essaya de se débarrasser du crachat avec son bras valide, mais même ce simple mouvement suffit à faire flamboyer une nouvelle onde de douleur. Dis donc, quand t'es parti pour la pharmacie, tu n'aurais jamais imaginé te retrouver sur le trottoir de Costello Avenue avec un bras cassé et la morve de Patrick Hochstetter sur la figure, hein? Tu n'as même pas eu le temps de boire ton Pepsi. La vie est pleine de surprises, non? L'incroyable est qu'il trouva la force de rire de nouveau. Un son bien faible qui se transmit douloureusement à son bras, mais qui lui fut agréable. Il y avait quelque chose d'autre, pas trace d'asthme. Il respirait librement, au moins pour l'instant. Une bonne chose. Il aurait été incapable d'atteindre son inhalateur, totalement incapable. La sirène était maintenant très proche, un hurlement lancinant. Eddie ferma les yeux et ne vit plus que du rouge derrière ses paupières. Puis le rouge devint noir et une ombre vint le recouvrir. C'était le petit garçon au tricycle. « Ça va pas bien ? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ? » ?»« Non, t'as pas l'air d'aller bien, » répondit le bambin en s'éloignant d'un coup de pédale, une comptine à la bouche. Eddie se mit à pouffer. La voiture des flics arrivait. Il entendit le grincement des freins. Il se prit à espérer vaguement que M. Nel serait du nombre, alors qu'il savait bien que M. Nel patrouillait à pied. Mais, au nom du ciel, qu'est-ce qui peut bien te faire rire ? Il l'ignorait, tout comme il ignorait pour quelle raison, en dépit de la douleur, il éprouvait une aussi intense impression de soulagement. Peut-être était-ce parce qu'il était encore en vie et qu'il ne s'en tirait qu'avec un bras cassé, qu'on pouvait encore le raccommoder. Il ne chercha pas plus loin, mais des années plus tard, alors qu'assis dans la bibliothèque, un verre de gin au jus de prune à la main, son inhalateur posé devant lui, il décrivait la scène aux autres, il leur dit qu'il y avait eu quelque chose de plus, qu'il avait été assez âgé pour ressentir, mais non pour comprendre ou exprimer. « Je crois que c'était la première fois de ma vie que j'avais réellement mal, leur dirait-il. Ce n'était pas du tout ce que j'aurais cru. Cela ne me détruisait pas en tant que personne, mais il me semble que cette expérience m'a donné une base de comparaison. J'ai découvert que l'on pouvait continuer à exister à l'intérieur de la douleur, en dépit de la douleur. » Eddie tourna lentement la tête sur sa droite et vit de gros pneus Firestone, des enjoliveurs aveuglants et des lumières bleues qui clignotaient. Puis il entendit la voix de M. Neal, une voix à l'accent irlandais épais, on ne peut plus irlandais, plus proche de la parodie de Ritchie que la voix véritable de M. Neal, mais peut-être était-ce la distance. « Seigneur Jésus, mais c'est le petit casse-braque !» C'est à cet instant-là qu'Eddie perdit connaissance. À une exception près, il demeura longtemps dans cet état. Il reprit en effet brièvement conscience dans l'ambulance.
Il aperçut M. Neal, assis à côté de lui, qui prenait une rasade avec sa petite bouteille brune et feuilletait un livre de poche, avec sur la couverture une fille avec des seins énormes comme Eddie n'en avait jamais vu. Ses yeux se portèrent sur le chauffeur, qui se tourna à ce moment-là et lui adressa un grand sourire grimaçant. Il avait la peau livide, fardée de blanc et de talc, les yeux aussi brillants que des pièces neuves. C'était Gripsou. « Monsieur Neal !» grogna Eddie. Le flic leva les yeux et sourit. « Comment te sens-tu, mon bonhomme ?»« Le conducteur le conducteur !»« T'en fais pas, on arrive dans 1 minute, dit M. Neal en lui tendant la petite bouteille brune. Tiens, prends-en un coup, tu te sentiras encore mieux après. Eddie eut l'impression d'avaler un feu liquide. Il toussa, ce qui lui fit mal au bras. Il regarda vers l'avant et revit le chauffeur, un type ordinaire, aux cheveux taillés en brosse, pas un clown. Il plongea de nouveau. Beaucoup plus tard, il se retrouva en salle d'urgence, tandis qu'une infirmière le débarrassait du sang, de la terre, de la morve et des gravillons avec un linge frais. Cela le piquait, mais la sensation était en même temps merveilleuse. Il entendit sa mère qui mugissait, trompettait et tempêtait à l'extérieur. Et il voulut dire à l'infirmière de ne pas la laisser entrer, mais en dépit de tous ses efforts, les mots refusaient de franchir ses lèvres. « S'il est mourant, je veux le savoir !» rugissait Mrs. Casbrack. « Vous m'entendez ? J'ai le droit de savoir, comme j'ai le droit de le voir. Je peux vous poursuivre, figurez-vous. Je connais des avocats, des tas d'avocats. Certains de mes meilleurs amis sont avocats. »« N'essaie pas de parler, » dit l'infirmière à Eddie. Elle était jeune, et il sentait ses seins peser contre son bras valide. Pendant un instant, il s'imagina, stupidement, que cette infirmière était en réalité Beverly Marsh, puis il plongea de nouveau dans l'inconscience. Lorsqu'il revint à lui, sa mère était dans la pièce et parlait à 200 à l'heure au docteur Andor. Sonia Casbrack était une montagne de femmes. Ses jambes, gainées de solides bas de maintien, étaient de vrais troncs d'arbres, mais bizarrement lisses. 2 taches rouges à ses pommettes faisaient d'autant plus ressortir la pâleur générale de ses traits. « Maman !» réussit à proférer Eddie. « Je suis bien, je suis très bien. »« Non, tu vas mal, très mal !» gémit Mrs. Casbrack en se tordant les mains. Eddie entendit ses articulations qui craquaient et grinçaient. Il commença à sentir sa respiration qui se raccourcissait à voir dans quel état elle se trouvait, à quel point elle était atteinte par son accident. Il aurait voulu lui dire de ne pas s'en faire, qu'elle allait avoir une attaque cardiaque, mais il en fut incapable. Il avait la gorge trop sèche. « Tu n'es pas bien du tout, tu viens d'avoir un accident sérieux, un accident très sérieux. Mais tout ira très bien, même s'il faut faire venir tous les spécialistes de l'annuaire. Oh, Eddie, ton bras, Eddie, ton pauvre bras !» Elle éclata en sanglots sonores, trompettant. Eddie remarqua que l'infirmière qui s'était occupée de lui la regardait sans aménité. Tout au long de son numéro, le docteur Andor n'avait cessé de bafouiller. « Sonia, je vous en prie, Sonia !» C'était un homme maigre à l'air fragile, doté d'une petite moustache étique et de plus mal taillée, plus longue d'un côté que de l'autre. Il avait l'air nerveux. Eddie se souvint de ce que M. Kinney lui avait dit ce matin même et fut peiné pour le docteur Andor. Finalement, rassemblant toute son énergie, il finit par lâcher. « Si vous n'arrivez pas à vous contrôler, vous allez devoir sortir, Sonia. » Elle se tourna brusquement vers lui. « Jamais de la vie, vous m'entendez ? Comment osez-vous ? C'est mon fils qui est ici, à l'agonie. Mon fils qui gît sur son lit de douleur. » Eddie prit tout le monde par surprise en retrouvant sa voix. « Je veux que tu sortes, man. S'ils me font quelque chose qui me fait crier, et ça va sûrement arriver, ce serait mieux si tu n'étais pas là. » Elle se tourna vers lui, à la fois stupéfaite et blessée. À voir cette expression de chagrin sur son visage, il sentit sa poitrine se contracter inexorablement. « Mais il n'en est pas question, s'écria-t-elle. C'est odieux de ta part de dire une chose pareille, Eddie. Tu délires. Tu ne comprends pas ce que tu dis, c'est la seule explication possible. » « Je ne sais pas quelle est la bonne explication, et je m'en moque, intervint l'infirmière. Tout ce que je sais, c'est que nous restons là, à ne rien faire, alors que nous devrions être en train de remettre le bras de votre fils en place. Insinueriez-vous, commença Sonia, dont la voix monta à des hauteurs stratosphériques, comme à chaque fois qu'elle était au comble de l'énervement. Je vous en prie, Sonia, dit le docteur Andor, ne nous disputons pas ici. Il faut aider Eddie. Sonia se retint, mais son regard meurtrier, les yeux d'une lionne qui voit son petit en danger, promettait toutes sortes d'ennuis à l'infirmière pour l'avenir, voire même à un procès. Puis ses yeux s'embrumèrent, noyant ou cachant la colère. Elle prit la bonne main d'Eddie et l'écrasa si rudement qu'il grimaça. « Tu vas mal, mais tu iras bien très vite, dit-elle. Très vite, je te le promets. »« Bien sûr, maman, fit Eddie, la voix sifflante. Est-ce que je peux avoir mon inhalateur ? » ?»« Évidemment. » Sonia Casbrack adressa un regard de triomphe à l'infirmière, comme si elle venait d'être lavée d'une accusation criminelle ridicule. «
Mon fils a de l'asthme, c'est très sérieux, mais il réagit magnifiquement. Parfait, répondit sèchement l'infirmière. Sa maman lui tint l'inhalateur pour qu'il puisse aspirer. Un moment plus tard, le docteur Andor entreprit d'explorer le bras cassé. Il faisait aussi doucement que possible, mais la douleur était encore terrible. Pour s'empêcher de crier, Eddie grinçait des dents. Il avait peur que sa mère ne se mette à hurler s'il lui-même criait. Des grosses gouttes de sueur se formaient sur son front. « Mais vous lui faites mal, intervint Mrs. Casbrack. « Je sais que vous lui faites mal. Arrêtez, c'est inutile. C'est inutile de lui faire mal. Il est très délicat. Il est incapable de supporter de telles souffrances. » Eddie vit l'infirmière furieuse croiser les yeux inquiets et fatigués du docteur Andor. Il déchiffra la conversation silencieuse qui prit place. « Virez-moi cette bonne femme d'ici, docteur. Moi je ne peux pas, je n'ose pas. » Il y avait une grande clarté au milieu de toute cette douleur, même si c'était une clarté, en vérité, dont Eddie ne souhaitait pas faire l'expérience trop souvent, car le prix à payer était trop élevé. Et pendant cette conversation silencieuse, il accepta tout ce que M. Kinney avait dit. Son inhalateur d'Hydroix ne contenait que de l'eau parfumée. Son asthme n'était pas dans sa gorge ou sa poitrine, mais dans sa tête. D'une façon ou d'une autre, c'était une vérité qu'il allait devoir affronter. Il regarda sa mère et la vit avec la plus grande précision dans sa douleur. Chaque fleur de sa robe à ramage, les taches de transpiration à ses aisselles, chaque éraflure de ses chaussures. Il vit combien ses yeux étaient rétrécis dans leurs poches de chair, et une pensée terrible lui vint à l'esprit. Ses yeux étaient presque ceux d'un prédateur, comme les yeux du lépreux qui avait rampé dans dessous du porche au 29 Nailbot Street. « J'arrive, ça ne te servira à rien de courir, Eddie. » Le docteur Andor plaça ses mains délicatement autour du bras d'Eddie et appuya. Explosion de douleur. Eddie sombra. On lui donna quelque chose à boire et le docteur Andor réduisit la fracture. Eddie l'entendit déclarer à sa mère que c'était une fracture tout à fait bénigne, comme s'en font les gosses qui montent aux arbres. « Eddie ne grimpe jamais aux arbres » protesta-t-elle avec fureur. « Je veux savoir la vérité. Comment va-t-il vraiment ?» Puis l'infirmière lui donna une pilule. Il sentit de nouveau ses seins contre son épaule et goûta leur pression rassurante. Même dans la brume dans laquelle il se trouvait, il se rendait compte que l'infirmière était en colère, et il crut lui dire « Elle n'est pas le lépreux. Je vous en supplie, ne pensez pas à cela. Elle me dévore simplement parce qu'elle m'aime. » Mais peut-être qu'aucun son ne sortit de sa bouche parce que l'expression de colère sur son visage ne changea pas. Il eut vaguement conscience d'être poussé le long d'un corridor dans une chaise roulante, tandis que la voix de sa mère derrière lui s'estompait. « Qu'est-ce que ça veut dire, les heures de visite ? Vous n'allez tout de même pas m'imposer des heures de visite, non ? C'est mon fils !» S'estompait. Il était content qu'elle s'estompât, que lui-même s'estompât. La douleur avait disparu, et avec elle la clarté. Il ne voulait pas penser, il voulait flotter. Il se rendait compte que son bras droit était très lourd, et il se demanda si on avait déjà posé le plâtre. Il n'arrivait pas à s'en assurer. On le glissa ensuite entre deux draps frais et raides. Une voix lui dit qu'il aurait sans doute mal dans la nuit, mais de ne sonner que si cela devenait vraiment insupportable. Eddie demanda s'il pouvait avoir de l'eau. On lui en donna à l'aide d'une paille avec un coude en accordéon, ce qui permettait de la plier. L'eau était fraîche et bonne, il but tout. Il souffrit au cours de la nuit, il souffrit même beaucoup. Il resta réveillé dans son lit, la main gauche sur le bouton d'appel, qu'il ne pressa pas. Le temps était à l'orage, et au premier éclair bleu, il détourna le visage des fenêtres, de crainte de voir apparaître, gravée au feu électrique contre le ciel, une tête monstrueuse et grimaçante. Il finit par s'endormir et par faire un rêve dans lequel il vit Bill, Ben, Richie, Stan, Mike et Bev, ses amis, arriver à l'hôpital à bicyclette, Richie sur le porte-bagages de Silver. Il venait dans son rêve pour la visite de 2 heures, et sa mère, qui attendait patiemment depuis 11 heures, criait tellement fort que tout le monde se tournait pour la regarder. « Si vous vous imaginez que vous allez entrer, vous vous faites des illusions » hurlait-elle. Et le clown, resté jusqu'ici tranquillement assis dans la salle d'attente, mais loin dans un coin, la figure cachée par un magazine, bondit sur ses pieds et mima des applaudissements de ses mains gantées de blanc. Il dansait et cabriolait, poussant un chariot ici, exécutant un saut périlleux par là, pendant que Mrs. Casbrack vitupérait les compagnons ratés d'Eddie, lesquels, l'un après l'autre, s'étaient réfugiés derrière Bill. Bill ne bougeait pas. Il était pâle, mais d'un calme absolu, les mains profondément ancrées dans les poches de son jean, afin peut-être que personne, même pas Bill lui-même, ne voie si elle tremblait ou non. Personne ne voyait le clown, sauf Eddie. Cependant, un bébé, qui dormait paisiblement dans les bras de sa mère, s'éveilla et se mit à piailler à gorge déployée. « Vous avez fait suffisamment de dégâts comme ça » hurlait la mère d'Eddie. « Je sais qui sont ces garçons. Ils ont eu des problèmes à l'école,
et ils ont eu des problèmes avec la police. Et ce n'est pas une raison parce que ces voyous ont quelque chose contre vous pour qu'ils s'en prennent à lui. C'est ce que je lui ai dit, et il est d'accord avec moi. Il vous fait dire qu'il ne veut plus vous voir, qu'il en a fini avec vous. Il ne veut plus de votre soi-disant amitié, d'aucun de vous. Je savais que ça se terminerait mal, et regardez ce qui est arrivé. Mon Eddie est à l'hôpital, un garçon si délicat. Le clown bondissait et cabriolait, marchait sur les mains. Son sourire était bien réel maintenant, et Eddie comprit dans son rêve que c'était bien entendu ce que voulait le clown. Semer la zizanie entre eux, les disperser et détruire toute possibilité d'action concertée. Dans une sorte d'ignoble extase, il exécuta une double cabriole et alla embrasser sa mère sur la joue de façon burlesque. « Ces garçons qui ont fait, commença Bill. « Je t'interdis de me répondre, s'égosilla Mrs. Casbrack. Comment oses-tu? C'est terminé avec vous. J'ai dit, terminé. » Un interne arriva à cet instant au pas de course dans la salle d'attente et intima à la mère d'Eddie soit de se taire, soit de quitter l'hôpital. Le clown commença à s'estomper, à se délaver, et ce faisant, il se transforma. Eddie vit le lépreux, la momie, l'oiseau. Il vit le loup-garou et un vampire dont les dents étaient des lames de rasoir gilette plantées selon des angles aberrants comme les miroirs dans un labyrinthe de glace. Il vit la créature de Frankenstein et quelque chose de charnu faisant penser à un coquillage qui s'ouvrait et se fermait comme une bouche. Il vit une douzaine d'autres choses épouvantables, il en vit une centaine, mais juste avant la disparition définitive du clown, il vit la plus terrible de toutes, le visage de sa mère. « Non !» voulut-il crier. « Non, non, pas elle, pas ma maman !» Mais personne ne détourna la tête, personne n'entendit, et dans ces instants où le rêve s'effaçait, il comprit, saisi d'une horreur froide et grouillante, qu'on ne pouvait pas l'entendre. Il était mort. Sal l'avait tué, et il était mort. Un fantôme. Le sentiment de triomphe doux amer éprouvé par Sonia Casbrack, une fois débarrassée des soi-disant amis de son fils, fut de courte durée, car il disparut presque dès l'instant où elle mit le pied dans la chambre d'Eddie en ce 21 juillet. Elle n'aurait su dire pour quelle raison il s'évanouit ainsi, pour quel motif une peur sans objet était venue le remplacer. Cela tenait à quelque chose dans les traits pâles du garçon, dont les yeux, loin d'être brouillés par la douleur ou l'anxiété, avaient une expression qu'elle ne se souvenait pas leur avoir jamais vue. Aiguë, oui, aiguë, alerte et composée. La confrontation entre la mère et les amis d'Eddie n'avait pas eu lieu dans la salle d'attente comme dans son rêve. Elle s'était doutée qu'ils allaient venir, ses amis qui lui apprenaient certainement à fumer malgré son asthme, ses amis qui avaient une telle emprise sur lui qu'ils étaient son seul sujet de conversation quand il rentrait le soir, ses amis à cause duquel il avait eu le bras cassé. C'était ce qu'elle avait expliqué à sa voisine Mrs. Van Prett. Le moment est venu, lui avait-elle dit, de jouer cartes sur table, Mrs. Van Prett. Mrs. Van Prett, qui souffrait d'horribles problèmes de peau et sur qui elle pouvait compter pour l'approuver avec enthousiasme en général, avait eu en l'occurrence le toupet de ne pas être d'accord. « J'aurais cru que vous seriez contente de le voir se faire des amis, lui avait dit Mrs. Van Prett, pendant qu'elles étendaient leur linge dans la fraîcheur du matin avant de partir au travail. On était alors dans la première semaine de juillet. En plus, il est plus en sécurité avec d'autres enfants, vous ne pensez pas, Mrs. Casbrack? Avec tout ce qui se passe en ville et tous ces pauvres enfants qui sont assassinés. » La réponse de Mrs. Casbrack s'était réduite à un reniflement de colère. En fait, rien ne lui était venu à l'esprit, même si par la suite elle avait trouvé une douzaine de répliques, certaines mordantes à souhait. Et quand Mrs. Van Prett l'avait appelée le soir avant leur sortie habituelle, elle avait répondu qu'elle préférait rester chez elle. Elle avait donc traîné sous l'auvent de la façade de l'hôpital, sachant qu'il finirait par se montrer, froidement déterminée à mettre un terme définitif à cette soi-disant camaraderie qui s'était terminée par un bras cassé et des souffrances pour son petit. Ils vinrent, en effet, comme elle savait qu'ils le feraient, et vit avec horreur que l'un d'eux était nègre. Oh, elle n'avait rien contre les nègres. Elle estimait qu'ils avaient tout à fait le droit de monter dans le bus de leur choix, là-bas dans le sud, ou de manger dans les mêmes restaurants que les blancs, ou encore qu'on ne devait pas les obliger à s'installer au poulailler dans les cinémas, sauf s'ils ennuyaient les blanches, les gens. Elle croyait cependant en ce qu'elle appelait la théorie des oiseaux. Les merles volent avec les autres merles, pas avec les rouges-gorges. Les ménates nichent avec les ménates, pas avec les rossignols. Chacun chez soi, telle était sa devise, et voir Mike Hanlon au milieu d'eux sur son vélo, comme s'il était des leurs, ne fit que la conforter dans ses convictions en accroissant sa colère et son dépit. Elle se dit avec un ton de reproche, comme si Eddie pouvait l'entendre, « Tu m'avais caché que l'un de tes amis était un nègre ?» Eh bien, pensa-t-elle 20 minutes plus tard en pénétrant dans la chambre où son fils gisait, le bras pris dans un énorme plâtre collé à sa poitrine, elle avait mal rien que de le voir.
Elle les avait expédiés en moins de 2. Aucun d'eux, mis à part le petit Denbrou, celui qui était affligé d'un d'horribles bégaiements, n'avait eu le culot de lui répondre. La fille, d'où qu'elle sorte, de Lower Main Street ou d'un endroit encore pire, l'avait bien fusillé du regard avec ses yeux verts d'aguicheuse, mais avait eu la sagesse de ne rien dire. Eût-elle simplement ouvert la bouche, Sonia Casbrac lui aurait donné un échantillon de son bagou. Elle ne se serait pas gênée pour lui dire comment on appelle les filles qui traînent avec les garçons, et elle ne voulait pour rien au monde que son fils ait affaire avec elle. Les autres s'étaient contentés de contempler leurs chaussures en frottant le sol. Elle n'en attendait pas moins. Quand elle en eut fini avec ce qu'elle avait à dire, ils avaient repris leur bicyclette et étaient repartis. Le petit Denbrou avait pris le petit osier sur le porte-bagages de son énorme engin, certainement dangereux, et Mrs. Casbrac dut réprimer un frisson à l'idée que peut-être son Eddie en avait fait autant au risque de se rompre le cou. « J'ai fait cela pour toi, Eddie, se dit-elle tout en entrant dans l'hôpital, la tête haute. Je sais que tu te sentiras peut-être un peu déçu tout d'abord, c'est bien naturel, mais les parents sont plus avertis que les enfants. Dieu a fait les parents avant tout pour les guider, les instruire, les protéger. Après cette déception passagère, il comprendrait. Et si elle éprouvait un certain soulagement, c'était pour Eddie, pas pour elle. On devait se sentir soulagé d'avoir arraché son enfant à de mauvais camarades. Si ce n'est que cette impression de soulagement était contrariée par un sentiment de malaise, maintenant qu'elle regardait le visage de son enfant. Il ne dormait pas, comme elle l'avait pensé. Au lieu de l'état de somnolence artificielle où il aurait été diminué, désorienté et psychologiquement vulnérable qu'elle s'était attendue à trouver, il y avait ce regard aigu et attentif, si différent de ses habituels coups d'œil timides et doux. Comme Ben Ascombe, mais elle l'ignorait, Eddie était du genre à regarder rapidement un visage, comme pour en jauger le climat émotionnel et à détourner les yeux tout de suite après. Mais il l'observait fixement maintenant. Ce sont peut-être les médicaments. Bien sûr, ce sont les médicaments. Il va falloir que j'en parle au docteur Andor. Et c'est elle qui se sentit obligée de détourner les yeux. On dirait qu'il m'attendait, pensa-t-elle, ce qui aurait dû lui faire grand plaisir. Un petit garçon qui attend sa maman est certainement le plus grand cadeau du ciel. Tu as renvoyé mes amis. Il avait parlé d'un ton calme et ferme, sans nuancer la phrase d'un doute ou d'une interrogation. Elle marqua le coup, comme si elle se sentait coupable, et la première idée qui lui vint à l'esprit trahissait en effet un sentiment de culpabilité. Comment peut-il le savoir ? Il n'a aucun moyen de deviner. Sur quoi elle fut immédiatement furieuse, contre elle et contre lui, d'avoir eu cette réaction. Elle lui sourit donc. « Comment te sens-tu aujourd'hui, Eddie ?» Cela, c'était la bonne réaction. Quelqu'un, un écervelé colporteur de ragots, voire même cette infirmière incompétente et agressive d'hier, avait raconté des histoires. Quelqu'un ? Eddie ne répondait toujours pas. Elle s'avança un peu plus dans la pièce, détestant l'hésitation, presque la timidité qu'elle ressentait, et s'en méfiant, elle qui ne s'était jamais sentie hésitante et timide auparavant devant Eddie. Elle éprouvait aussi une pointe de colère. De quel droit la faisait-il se sentir ainsi, après ce qu'elle avait fait pour lui, après tout ce qu'elle lui avait sacrifié ? « J'ai parlé avec le docteur Andor, et il m'a assuré que tu irais parfaitement bien, dit Sonia précipitamment, en s'asseyant sur la chaise droite en bois, juste à côté du lit. Bien entendu, s'il y a le moindre problème, nous irons voir un spécialiste à Portland, à Boston même s'il le faut. » Elle sourit comme si elle lui accordait une grande faveur. Eddie ne lui rendit pas son sourire et continua de garder le silence. « Eddie, tu m'écoutes ? » ?»« Tu as renvoyé mes amis, répéta-t-il. « Oui, admit-elle, cessant de simuler une surdité sélective. Elle n'ajouta rien. C'était un jeu que l'on pouvait jouer à deux. Elle se contenta de le regarder. Mais une chose étrange se produisit, une chose terrible en vérité. Les yeux d'Eddie parurent s'agrandir d'une façon mystérieuse. Les paillettes d'argent de ses iris avaient l'air de se déplacer comme des nuages d'orage. Elle se rendit soudain compte qu'il ne faisait pas la tête, qu'il n'était pas simplement grognon. Il était furieux contre elle. Et Sonia eut soudain peur, car on aurait dit qu'il y avait quelque chose d'autre que son fils dans cette pièce. Elle baissa les yeux et ouvrit maladroitement son sac, se mettant à la recherche d'un Kleenex. « Oui, je les ai renvoyés, dit-elle, et elle trouva que son ton était aussi ferme et assuré qu'il le fallait, tant qu'elle ne le regardait pas. « Tu as été gravement blessé, Eddie. Pour l'instant, tu n'as besoin d'aucune visite en dehors de celle de ta mère, et de toute façon, tu n'as pas besoin de visite de ce genre. Sans eux, tu serais maintenant à la maison en train de regarder la télé ou de construire ta voiture à pédales dans le garage. » Eddie caressait le rêve de construire une voiture à pédales et d'aller concourir à Bangor. S'il gagnait, il irait, tout frais payé, à Akron dans l'Ohio pour le derby national des caisses à savon.
Sonia n'avait rien contre ce rêve, du moins tant que l'achèvement de l'engin, à base de caisses d'oranges et de roulettes de récupération, restait purement hypothétique. Elle n'avait aucune intention de laisser Eddie risquer sa vie dans un engin aussi dangereux, pas plus à Derry qu'à Bangor ou qu'à Akron. Encore moins à Akron, puisque le voyage se faisait en avion et que la course se déroulait dans une pente terrible, alors que les véhicules n'avaient même pas de frein. Mais, comme sa mère le répétait souvent, on ne pouvait souffrir de quelque chose que l'on ignorait, ce qui ne l'empêchait pas de déclarer aussi que toute vérité est bonne à dire quand cela l'arrangeait. « Ce ne sont pas mes amis qui m'ont cassé le bras, répondit Eddie de ce même ton ferme et froid. C'est ce que j'ai dit au docteur Andor hier au soir, et c'est ce que j'ai dit à monsieur Nell quand il est venu ce matin. C'est Henry Bowers qui m'a cassé le bras. Il y avait d'autres garçons avec lui, mais c'est Henry Bowers qui l'a fait. Si j'avais été avec mes amis, ça ne serait jamais arrivé. C'est arrivé parce que j'étais tout seul. » Du coup, Sonia pensa à la remarque de Mrs. Van Prett sur le fait qu'il était plus sûr d'avoir des amis, ce qui eut le don de la mettre en rage. Elle releva brusquement la tête. « Oh, c'est sans importance, et tu le sais bien. Qu'est-ce que t'imagines, Eddie? Que ta maman est née de la dernière pluie, c'est ça? Je sais très bien que c'est Henry Bowers qui t'a cassé le bras. Et cette espèce d'Irlandais est aussi venu à la maison. Ce voyou t'a cassé le bras parce que toi et tes amis, vous l'avez embêté les premiers. Te rends-tu compte que tout cela ne serait pas arrivé si tu m'avais écouté, si tu étais resté tranquillement à la maison? Non, répondit Eddie, et je crois que quelque chose de bien pire encore aurait pu arriver. Tu ne crois pas à ce que tu dis, Eddie? Si, j'y crois. Elle sentit le pouvoir qui émanait de lui, comme des ondes. Bill et mes autres amis vont revenir, maman. J'en suis absolument sûr. Et quand ils viendront, tu les laisseras tranquilles. Tu ne leur diras rien. Ce sont mes amis. Et tu ne vas pas me séparer de mes amis sous prétexte que tu as peur de te retrouver toute seule. Elle écarquilla les yeux, estomaquée et terrifiée. Puis elle se mit à pleurer, et les larmes coulèrent sur ses joues, dont elles humectèrent la poudre. « Alors, c'est comme ça que tu parles à ta maman maintenant » sanglota-t-elle. « C'est peut-être ainsi que tes amis parlent à leurs parents. Tu as dû apprendre cela avec eux, je m'en doute bien. » Pleurer la rassura. D'habitude, quand elle pleurait, Eddie en faisait autant. Une arme méprisable, aurait-on pu estimer, mais quelle arme était méprisable quand il s'agissait de protéger son enfant? Aucune, à son avis. Elle le regarda, les yeux débordant de larmes, se sentant indiciblement triste, dépossédée, trahie, mais sûre d'elle. Eddie ne pouvait pas résister à une telle manifestation de chagrin. Son visage se dépouillerait de ce regard froid et aigu. Peut-être se mettrait-il à mal respirer, à siffler un peu, et ce serait un signe, le signe, comme toujours, que la bagarre était terminée et qu'elle avait une fois de plus remporté la victoire. Pour son plus grand bien, cela va de soi. Toujours pour son plus grand bien. Elle éprouva un tel choc en se rendant compte qu'il n'avait pas changé d'expression, et si elle avait changé, elle n'avait fait que se durcir, qu'elle s'étrangla au milieu d'un sanglot. Il y avait bien du chagrin sous son expression, mais même ce chagrin l'effrayait. Il y avait quelque chose d'adulte, remarqua-t-elle, et penser à Eddie en tant qu'adulte, de toute manière, avait tendance à lui donner le tournis. C'était ce qu'elle ressentait, les rares fois où elle se demandait ce qui se passerait si Eddie voulait aller poursuivre ses études dans une institution d'où il ne pourrait pas rentrer tous les soirs, ce qui se passerait s'il rencontrait une fille, tombait amoureux et voulait se marier. Où est ma place dans tout cela? Piaillait le petit oiseau pris de panique qui voltait dans sa tête, lorsque ces pensées étranges, presque cauchemardesques, lui venaient à l'esprit. Où serait ma place dans une telle existence? Je t'aime, Eddie, je t'aime. Je m'occupe de toi et je t'aime. Tu ne sais ni faire la cuisine, ni changer les draps, ni laver tes sous-vêtements. Mais pourquoi le saurais-tu, puisque je m'en charge? Je m'en charge parce que je t'aime. Il le lui dit à ce moment-là. Je t'aime, maman, mais j'aime aussi mes amis. Et je crois, enfin il me semble, que tu te fais pleurer toute seule. Tu me fais tellement mal, Eddie, murmura-t-elle, tandis que de nouvelles larmes venaient sillonner son visage pâle. Si ses premières pleurs avaient été calculées, ceci ne l'était pas. Elle était solide, à sa manière. Elle avait accompagné la dépouille de son époux jusqu'à sa tombe sans s'effondrer. Elle avait décroché du travail dans une période où les emplois ne se trouvaient pas facilement. Elle avait élevé son fils et s'était battue pour lui quand il l'avait fallu. Ses larmes étaient les premières depuis bien des années qu'elle versait sans la moindre affectation, sans le plus petit calcul. Peut-être depuis cette bronchite d'Eddie, alors qu'il avait 5 ans. Elle avait été sûre qu'il allait mourir quand elle l'avait vu gisant sur son lit de douleur, rouge de fièvre, toussant à perdre haleine. Elle pleurait maintenant à cause de cette expression terriblement adulte et d'une certaine façon tout à fait étrangère apparue sur son visage. Elle avait peur pour lui, mais avait aussi peur de lui, peur de cette aura qui émanait de lui, et qui semblait exiger quelque chose d'elle. «
Ne m'oblige pas à choisir entre toi et mes amis, maman, dit Eddie. Il parla d'un ton inégal, tendu, mais qu'il contrôlait toujours. Parce que ce n'est pas honnête. Mais ce sont de mauvais amis, cria-t-elle, à la limite de la frénésie. Je le sais, je le sens avec tout mon cœur, et ils ne te vaudront que peine et chagrin. Et ce qu'il y avait de plus horrible était qu'elle en était convaincue. Elle en avait eu l'intuition en croisant le regard du petit Denbrou, celui qui était resté debout devant elle, les mains dans les poches, sa chevelure de rouquin flamboyant au soleil. Des yeux si graves, si distants, si étranges, comme les yeux d'Eddie maintenant. Et n'y avait-il pas eu autour de lui la même aura qu'elle découvrait en ce moment autour d'Eddie? La même, mais encore plus forte? Elle pensait que oui. Elle se leva si brusquement qu'elle faillit renverser la chaise. « Je reviendrai ce soir, dit-elle. C'est le choc, l'accident, la douleur, toutes ces choses qui te font parler comme ça. Je le sais, tu... » Elle allait à tâtons, recherchant le bon texte dans la confusion de son esprit. Tu as eu un accident sérieux, mais tu vas aller parfaitement bien. Et tu verras que j'ai raison, Eddie. Ce sont de mauvais amis. Ils ne sont pas de notre genre. Ils ne sont pas pour toi. Réfléchis et demande-toi si ta maman s'est jamais trompée jusqu'ici. Réfléchis. Et voilà que je fuis, se dit-elle, prise d'une affreuse et douloureuse consternation. Je fuis mon propre fils. Oh mon Dieu, ne laissez pas faire cela. Elle fut un instant sur le point de réellement s'enfuir, épouvantée par lui, par ce garçon qui n'était plus son Eddie. Elle entendait les autres à travers lui, ses amis, et quelque chose d'autre de là d'eux. Elle redoutait l'éclair qui pourrait l'atteindre. C'était comme s'il se trouvait sous l'emprise de quelque chose, de quelque sinistre fièvre, comme il avait été sous l'emprise de la bronchite quand, à 5 ans, il avait failli mourir. « Maman !» Elle s'immobilisa, la main sur le bouton de la porte, ne voulant pas entendre ce qu'il avait à dire. Et quand il le dit, ce fut tellement inattendu qu'elle resta quelques instants sans comprendre. Mais quand la lumière se fit, elle lui tomba dessus comme un chargement de ciment, et elle crut qu'elle allait s'évanouir. « Monsieur Queenie dit que mon médicament pour l'asthme, c'est juste de l'eau. »« Quoi ? Quoi ?» Elle le regarda, une flamme de colère dans les yeux. « Juste de l'eau, avec un truc ajouté dedans pour lui donner un goût de médicament. Il dit que c'est un placebo. »« Mais c'est un mensonge, un pur mensonge. Pourquoi monsieur Queenie est-il allé te raconter un mensonge pareil ? Il y a d'autres pharmacies à Derry, figure-toi, et je... Mais j'ai eu le temps d'y réfléchir, reprit Eddie d'une voix douce mais implacable, sans la quitter des yeux. Et je crois, moi, qu'il dit la vérité. Je te dis que non, Eddie. La panique était de retour et voltait dans sa tête. Je crois que c'est la vérité, car sinon il y aurait écrit dessus les précautions qu'il faut prendre, pas plus de tant de fois par jour, par exemple, pour ne pas mourir ou être encore plus malade, même. Je ne veux pas entendre ça, Eddie, cria-t-elle en portant les mains à ses oreilles. Tu n'es pas toi-même, c'est tout ce qu'il y a à dire. Même quand c'est quelque chose qu'on peut acheter sans ordonnance, il y a toujours des recommandations spéciales, continua-t-il sans élever la voix. Il avait toujours ses yeux fixés sur elle, et elle était incapable de les lui faire baisser ou même de les faire scier. Même sur les bouteilles de sirop Vicks ou sur ton géritol. Il se tut, elle laissa retomber les mains, cela lui paraissait trop pénible de les garder en l'air. Elle lui semblait peser un poids énorme tout d'un coup. Et aussi, tu devais être certainement au courant, maman. Eddie, ce fut presque un gémissement. Parce que, continua-t-il, comme si elle n'avait rien dit, il fronçait les sourcils maintenant concentrés sur le problème. Parce que les parents sont forcément au courant pour les médicaments. Je me servais de l'appareil 5 ou 6 fois par jour. Tu ne m'aurais pas laissé faire s'il y avait eu un danger. Parce que c'est ton travail de me protéger. Je le sais, c'est ce que tu dis tout le temps. Alors, est-ce que tu le savais, maman ? Est-ce que tu savais que c'était juste de l'eau ? Elle ne répondit rien. Ses lèvres tremblaient. Tout son visage, aurait-on dit, tremblait. Elle ne pleurait plus. Elle avait trop peur pour cela. Parce que, si tu le savais, continua Eddie, toujours sourcils froncés, je veux savoir pourquoi. Il y a des choses que j'arrive à comprendre, mais pas pourquoi ma maman veut que je croie que de l'eau est un médicament, ou que j'ai de l'asthme ici, il indiqua sa poitrine, alors que M. Queenie dit que c'est seulement là. Il montra sa tête. Elle pensa pouvoir tout lui expliquer. Elle le ferait calmement, avec logique. Comment elle avait cru qu'il allait mourir quand il avait 5 ans, et comment cette idée l'avait rendue folle, alors qu'elle venait de perdre son mari à peine 2 ans auparavant. Comment elle en était venue à se rendre compte que l'on ne pouvait protéger son enfant qu'en veillant constamment sur lui et en l'aimant, qu'il faut s'occuper d'un enfant comme d'un jardin, qu'il faut le fertiliser, le désherber, et aussi, oui, l'émonder et l'éclaircir de temps en temps, même si c'est douloureux. Elle allait lui dire qu'il vaut mieux parfois qu'un enfant, en particulier un enfant délicat comme lui,
pense être malade plutôt que l'être vraiment. Et elle conclurait en lui parlant de la folie meurtrière des médecins et du merveilleux pouvoir de l'amour. Elle lui dirait qu'elle savait, elle, qu'il avait de l'asthme et que peu importait ce qu'en pensaient les médecins et ce qu'ils lui donnaient contre cela. Elle lui dirait qu'on peut préparer des médicaments avec autre chose qu'avec un vulgaire mortier de pharmacien. Elle lui dirait « Eddie, c'est un médicament parce que l'amour de ta mère en fait un médicament, et c'est quelque chose que je pourrai réussir tant que tu le voudras et que tu me le permettras. C'est un pouvoir que Dieu accorde aux mères aimantes et attentives. Je t'en prie, Eddie, je t'en prie, amour de mon cœur, tu dois me croire. » Mais en fin de compte, elle ne dit rien. Elle avait trop peur. Au fond, nous avons peut-être pas besoin d'en parler, reprit Eddie. Monsieur Kinney a pu vouloir plaisanter avec moi. Des fois, les adultes, tu sais, ils aiment bien faire des blagues aux enfants, parce que les enfants croient presque tout. C'est moche de faire ça aux enfants, mais ça arrive tout de même. Oui, fit vivement Sonia Casbrac. Ils aiment faire des blagues. Elles sont parfois stupides et moches. Alors, je continuerai de voir Bill et mes autres copains, reprit-il, et je continuerai à prendre mon médicament pour l'asthme. C'est probablement la meilleure solution, non ? Elle comprit seulement maintenant, alors qu'il était trop tard, qu'elle venait de se faire piéger, impeccablement, cruellement. Il se livrait à un véritable chantage avec elle, mais quel choix avait-elle ? Elle voulut lui demander comment il pouvait se montrer aussi calculateur, aussi machiavélique. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Il était vraisemblable que dans son état d'esprit actuel, il répondit. Il y avait cependant une chose qu'elle savait, oui, et sans conteste. Jamais, au grand jamais, elle ne remettrait de sa vie les pieds dans la pharmacie de Parker Kinney, le fouineur. Soudain, étrangement timide, la voix d'Eddie l'interrompit dans ses pensées. « Maman ?» Elle reva la tête et elle vit que c'était son Eddie, rien que son Eddie, qui la regardait. Elle alla avec joie vers lui. « Tu ne veux pas m'embrasser, maman ?» Elle le serra contre elle, mais avec précaution, pour ne pas lui faire mal, ou risquer de déplacer une esquille qui, sait-on jamais, se glissant dans une veine, remonterait jusqu'au cœur. Quelle mère tuerait son fils par trop d'amour ? Et Eddie lui rendit son baiser. Pour ce qui était d'Eddie, il était grand temps que sa mère parte. Pendant l'horrible confrontation avec elle, il avait senti l'air s'accumuler et s'accumuler dans ses poumons. Ses voies respiratoires, paralysées, rances et saumâtres, menaçaient de l'étouffer. Il tint jusqu'à ce que la porte se fût refermée sur elle et commença alors à hoqueter et siffler. L'air vicié, prisonnier de sa gorge, allait et venait comme un tisonnier tiède. Il saisit son inhalateur, il se fit mal au bras, mais peu importait, et propulsa une longue bouffée dans sa bouche. Il aspira profondément la brume camphrée, se disant « Qu'est-ce que ça fait si c'est un placebo ? Les mots ne comptent pas, si un truc marche ?» Il se laissa retomber sur ses oreillers, les yeux fermés, respirant pour la première fois librement depuis qu'elle était entrée. Il avait peur, très peur. Les choses qu'il lui avait dites, la manière dont il avait agi, c'était lui, et pourtant pas lui du tout en même temps. Il y avait eu quelque chose à l'œuvre à l'intérieur de lui, à l'œuvre à travers lui, comme une force, et sa mère l'avait également senti. Il l'avait vu à son regard, à ses lèvres tremblantes. Rien ne lui laissait supposer que cette puissance était maligne, mais son énorme force avait quelque chose de terrifiant, comme s'il était monté sur un de ces engins de foire conçus pour donner des sensations fortes et s'était aperçu que c'était réellement dangereux seulement une fois dedans. Impossible de faire quoi que ce soit, sinon attendre la fin du tour, advienne que pourra. Pas la peine de tourner autour du pot, pensa Eddie, oppressé par le poids du plâtre qui lui tenait chaud et le démangeait déjà. Personne ne retournera à la maison tant que ce ne sera pas fini. Mais que j'ai peur, mon Dieu, que j'ai peur. Et il se rendit compte que la raison profonde pour laquelle il avait exigé de ne pas être séparé de ses amis était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu lui expliquer. Je ne peux pas y faire face tout seul ? Il pleura alors un petit peu, avant de tomber progressivement dans un sommeil agité. Il rêva de ténèbres dans lesquelles des machines, des pompes tournaient sans relâche. La pluie menaçait encore ce soir-là lorsque Bill et la bande de ratés retournèrent à l'hôpital. Eddie ne fut pas surpris de les voir débarquer. Il avait toujours su qu'ils reviendraient. Il avait fait chaud toute la journée. On convint plus tard que la 3e semaine de juillet avait été la plus chaude d'un été exceptionnellement chaud. Et les cumulus d'orage commencèrent à s'empiler vers 16 heures, violacés, colossaux, gros d'averses et d'éclairs. Les gens se pressaient de terminer leur course, un peu mal à l'aise, un œil surveillant le ciel. Il allait certainement tomber des hallebardes vers l'heure du dîner, disait-on, ce qui débarrasserait l'atmosphère de cette suffocante humidité. Les parcs et les terrains de jeu de Derry, déjà sous-peuplés pendant l'été, se retrouvèrent complètement désertés vers 18 heures. Mais la pluie ne tombait toujours pas.
et les balançoires pendaient, immobiles et sans faire d'ombre, dans une bizarre lumière jaunâtre. Le tonnerre roulait sourdement. Ce bruit, l'aboiement d'un chien et la rumeur étouffée de la circulation sur Outer Main Street étaient les seuls sons à parvenir jusqu'à Eddie par la fenêtre de sa chambre jusqu'à l'arrivée des ratés. Bill entra le premier, suivi de Richie, puis de Beverly, Stan et Mike. Ben entra le dernier. Il avait l'air de souffrir le martyre dans un sweatshirt à col roulé blanc. Ils s'approchèrent de son lit, le visage grave. Même Richie ne souriait pas. Leur figure, bon Dieu, leur figure, pensa Eddie, fasciné. Il voyait sur ces visages ce que sa mère y avait vu l'après-midi même, une étrange combinaison de force et d'impuissance. La lumière blême et jaunâtre de l'orage qui montait leur donnait l'air de spectres lointains et ténébreux. Nous allons franchir une étape, nous allons passer dans quelque chose de nouveau. Nous sommes sur la frontière. Mais qu'y avait-il de l'autre côté? Où allons-nous nous retrouver? Où? Pensa Eddie. Salut, Eddie, dit Bill. Comment ça va? Bien, grand Bill, répondit Eddie en essayant de sourire. Sacrée journée hier, hein? Remarqua Mike. Un roulement de tonnerre souligna sa phrase. Ni le plafonnier ni la lampe de chevet n'étaient allumés, et leur trait s'estompait ou se précisait avec les changements de lumière, une lumière malsaine. Eddie imagina cette lumière répandue en ce moment même au-dessus de Derry, recouvrant paisiblement McCarron Park, s'infiltrant par les trous du pont des Baisers en rayons maniérés et troubles, transformant la Kenduskig en verre fumé dans son lit large et peu profond au milieu des friches. Il pensa au jeu de bascule dans la cour de récré de l'école élémentaire de Derry, immobile selon des angles divers, tandis que continuaient à s'accumuler les nuages violacés. Il pensa à cette lumière jaunâtre et orageuse, à ce calme, comme si toute la ville s'était endormie ou venait de trépasser. Oui, répondit-il, une sacrée journée. Mais mes parents iront au cinéma après demain soir, quand le programme changera. On les fera à ce moment-là. Les billes d'argent, compléta Richie. Des billes? Mais je croyais... Non, c'est mieux comme ça, intervint Ben. Il me semble toujours que nous aurions pu faire des balles, mais il ne suffit pas de le croire. Si nous étions des grandes personnes... Ah, ouais, le monde serait chouette si nous étions des adultes, le coupa Beverly. Les adultes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, non? Tout ce qu'ils veulent, et ce n'est jamais mal. Elle rit, mais d'un rire nerveux et haché. Bill veut que ce soit moi qui tire. Non mais, est-ce que tu te rends compte, Eddie? Appelle-moi Calamity Bev, maintenant. Mais je ne vois pas de quoi vous parlez, dit Eddie, qui pensait cependant avoir son idée, ou du moins quelque chose qui s'en rapprochait. Ben lui donna les explications. Leur projet était de faire fondre l'un des dollars en argent et d'en tirer 2 billes légèrement plus petites que dans des roulements. Après quoi, s'il y avait réellement un loup-garou au 29 Nailbot Street, Beverly lui collerait une bille dans la tête avec la fronde de Bill, une bull's-eye. À dégager le loup-garou. Et s'ils avaient raison en ce qui concernait la créature aux multiples visages, à dégager, ça. L'expression qui se peignait sur le visage d'Eddie devait être assez pittoresque, car Richie éclata de rire en acquiesçant. « Je comprends ce que tu ressens, mec. J'ai commencé par me dire que Bill était en train de perdre définitivement les pédales quand il s'est mis à nous parler d'utiliser sa fronde au lieu du revolver de son père. Mais cet après-midi... » Il s'interrompit et s'éclaircit la gorge. « Cet après-midi, après que ta mère nous ait virés avec perte et fracas, avait-il été sur le point de dire ce qui n'aurait pas été concevable? Nous sommes descendus à la décharge. Bill avait pris sa bull's-eye avec lui, et regarde !» De sa poche revolver, Richie tira une boîte de conserve aplatie, bosselée, qui, en des termes meilleurs, avait contenu des tranches d'ananas. Elle était déchiquetée par un trou d'environ 5 cm de diamètre en plein milieu. Beverly a fait ça avec un caillou à plus de 6 mètres. Un vrai trou de calibre 38, à mon avis. Voilà qui a convaincu la grande gueule. Et quand la grande gueule est convaincue, elle est vraiment convaincue. Démolir une boîte de conserve, c'est une chose, dit Beverly. Mais si c'était un être vivant... Bill, il vaudrait mieux que ce soit toi, vraiment. Non, nous avons tous tiré à notre tour. Tu as bien vu ce que ça donnait. Et qu'est-ce que ça a donné demanda Eddie. Lentement, en bafouillant, Bill expliqua pendant que Bev regardait par la fenêtre, les lèvres tellement serrées qu'elles en étaient blanches. Pour des motifs qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer elle-même, elle était plus qu'effrayée, comme profondément gênée par ce qui s'était produit aujourd'hui. En chemin pour l'hôpital, elle avait passionnément tenté de les convaincre de revenir à leur première idée, des balles, non pas parce qu'elle les croyait plus efficaces que le pensait Bill ou Richie,
mais parce que s'il se passait quelque chose dans la maison abandonnée, l'arme serait dans les mains de Bill, de quelqu'un d'autre. Mais les fêtes étaient les fêtes. Chacun avait pris 10 cailloux et tiré sur 10 boîtes posées à 6 mètres de distance. Richie en avait touché 1 sur 10, en fait purement par hasard. Ben en avait atteint 2, Bill 4, Mike 5. Beverly, tirant apparemment sans conviction et donnant l'air de ne même pas viser, en avait descendu 9 sur 10, en plein milieu. Son 10e caillou avait touché le bord de la boîte et l'avait renversé simplement. Mais il faut commencer par fabriquer les munitions. Après-demain, normalement je devrais être sorti, dit Eddie. Sa mère allait protester mais il pensait qu'elle ne protesterait pas trop, pas après ce qui s'était passé. Est-ce que ton bras te fait mal demanda Beverly. Elle portait une robe rose, pas comme celle, la bleue, qu'elle avait dans le rêve où il avait vu sa mère les renvoyer, sur laquelle elle avait attaché des petites fleurs, ainsi que des bas de soie ou de nylon. Elle avait l'air à la fois très adulte et très enfantine, comme une fillette qui se serait déguisée. Elle le regardait, l'expression rêveuse et distante. Eddie pensa « Je parie que c'est l'air qu'elle a quand elle dort. » « Pas trop, répondit-il. Ils parlèrent encore un moment, la conversation ponctuée par les roulements du tonnerre. Eddie ne leur demanda pas ce qui s'était passé lors de leur première tentative pour lui rendre visite en début d'après-midi, et aucun d'eux n'y fit allusion. Richie prit son yo-yo, le fit dormir 2 fois, puis le remit dans sa poche. Bientôt les échanges se ralentirent, et pendant l'un des silences, il y eut un petit cliquetis qui attira l'attention d'Eddie. Bill tenait quelque chose à la main, et pendant un instant, Eddie sentit son cœur battre plus fort. Il avait cru que c'était un couteau. Stan se décida à ce moment-là à allumer le plafonnier, et il se rendit compte que Bill tenait tout simplement un stylo à billes. Dans la lumière, ils venaient tous de retrouver leur naturel, leur réalité. C'étaient ses amis. « Je pense qu'on devrait signer ton plâtre, Eddie, » fit Bill sans bégayer, fixant son ami des yeux. « Mais ce n'est pas du jeu, » pensa le garçonnet avec une soudaine et alarmante clarté d'esprit. « C'est un contrat, grand Bill, ou en tout cas c'est ce qui y ressemble le plus, non ?» Il avait peur, puis il eut honte et se sentit en colère contre lui-même. S'il s'était cassé le bras avant cet été, qui aurait signé son plâtre? Qui, en dehors de sa mère ou peut-être du docteur Andor? Ses tantes de Haven? Ces 6 gosses étaient ses amis, et sa mère avait tort. Ce n'étaient pas de mauvais amis. Peut-être que ces histoires de bons et mauvais amis, cela n'existe pas. Peut-être n'y a-t-il que des amis, un point c'est tout, c'est-à-dire des gens qui sont à vos côtés quand ça va mal et qui vous aident à ne pas vous sentir trop seul. Peut-être vaut-il toujours la peine d'avoir peur pour eux, d'espérer pour eux, de vivre pour eux. Peut-être aussi vaut-il la peine de mourir pour eux, s'il faut en venir là. Bons amis, mauvais amis, non. Rien que des personnes avec lesquelles on a envie de se trouver, des personnes qui bâtissent leur demeure dans votre cœur. D'accord, répondit Eddie d'une voix un peu enrouée. C'est une bonne idée, Bill. Le plus sérieusement du monde, Bill s'inclina alors sur le lit et écriva son nom sur le moulage bosselé en plâtre de Paris, dans lequel était enfermé le bras de son ami, en grosses lettres à boucles. Richie signa avec des fioritures. L'écriture de Ben était aussi minuscule qu'il était gros, et les lettres penchées en arrière, l'air prêtes à s'effondrer à la moindre poussée. Le griffonnage de Mike Hanlon fut maladroit, car il était gaucher et écrivait sous un angle défavorable pour lui. Il plaça son nom au-dessus du coude d'Eddie et l'entoura d'un cercle. Quand Beverly se pencha sur lui, il sentit se dégager d'elle un léger parfum floral. Elle signa avec application, en script. Puis Stan, enfin, apposa son nom en petites lettres serrées à la hauteur du poignet d'Eddie. Tous s'écartèrent alors un peu, comme s'ils prenaient conscience de ce qu'ils venaient de faire. À l'extérieur, le tonnerre grommelait de façon de plus en plus menaçante. De grands éclairs bégayants illuminaient brièvement la façade de bois de l'hôpital. « Ça y est » demanda Eddie. Bill acquiesça. « Viens chez moi après le dîner, dans 2 jours, si tu peux, d'accord ?» Eddie acquiesça à son tour, et la question fut réglée. Il y eut encore quelques moments d'une conversation décousue, sans but. Elle porta en partie sur les sujets à sensation de l'été, à Derry, le procès de Richard Maclean, accusé d'avoir battu à mort son beau-fils Dorsey, et la disparition du frère aîné de Dorsey, Eddie Corcoran. Il allait falloir attendre encore 2 jours pour voir Maclean s'effondrer et se confesser en larmes sur le banc des témoins, mais les membres du club des ratés étaient tous d'accord pour dire que Maclean n'avait probablement rien à voir avec la disparition d'Eddie Corcoran. Soit le gamin avait fugué, soit il s'était fait avoir par ça. Ils le quittèrent aux environs de 7h moins le quart. La pluie ne s'était pas encore décidée à tomber. Elle continua de menacer pendant longtemps.
La mère d'Eddie eut le temps de venir lui rendre visite et de rentrer chez elle, non sans avoir été horrifiée à la vue des signatures sur le plâtre de son fils, et encore plus horrifiée de ce qu'il était bien déterminé à quitter l'hôpital le lendemain. Elle avait envisagé un séjour d'au moins une semaine dans une absolue tranquillité, afin que les deux bouts puissent se recoller, comme elle disait. Finalement, les nuages se dissipèrent et furent emportés par le vent. Pas une goutte d'eau n'était tombée sur Derry. L'humidité demeura, et cette nuit-là, les gens dormirent sous leurs porches, dans leur jardin ou dans les champs. La pluie ne tomba que le lendemain, peu de temps après que Beverly eut assisté à ce qui était arrivé à Patrick Horkstetter. Quelque chose de terrible.